j'ai fait le premier championnat du monde, l'anniversaire du roi. Ouais. Voilà, comme on m'a appelé dernière minute, je suis arrivé le matin, j'ai gagné le soir. Ensuite, je boxe Orlando Viet, que troisième reprise, je mets un Tekken Croix high kick pleine tête, mais mon pied, il explose, je me fais une fracture du pied sur sa tête. Hein. Ouais. Il descend, il fait l'ascenseur. Ouais. L'arbitre vient pour commencer à le compter, il remonte, il pousse l'arbitre et il me reboxe. Pour me reposer de KO Clay, je vais boxer Tyrone Spong. Il m'a rentré 3 vertèbres cervicales, il m'a fêlé une côte. Comme je m'ennuyais un peu dans la musique, je voulais quelque chose de, tu vois, plus challengeeux. Alors j'ai proposé, il a dit oui, alors j'ai dit ok. La première reprise, Danny me touche 3 fois. Au moment où il me touche, j'ai une décharge électrique. On a fait qu'un round. J'ai boité pendant 15 jours. J'ai passe 2 high kicks. Il fait des esquives bien avant que Matrix se sorte, je crois. Le genou sauté que je lui fais, monsieur se baisse, je passe par-dessus. Première fois de ma vie, je saute, il est où? Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, they all just burning bridges. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Tu connais la devise, si tu veux Winamax, il faut jouer un minimum. Winamax, justement, double ton premier dépôt jusqu'à 100 €. Et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires, ce qui te fait 210 € pour démarrer ta carrière de gangster Winamax sur les chapeaux de roue. Surtout, tu vas voir les cotes sur Winamax, tu joues avec modération et les mineurs par ici la sortie. Allez, ciao, bye. Bon, bonne émission. Bonne émission. Bonne émission, bonne émission, Denis. J'en ai Sportco, moi, avant d'y aller, on check. Hein. Ah ouais, c'est ça. Et sur le ring, c'était pareil aussi. T'as bien avant d'y aller, on check. Oui, c'est vrai aussi. Moi, j'aime bien avant chaque événement, avant chaque truc où on va se donner. J'aime bien checker mon équipe. Ouais. Est-ce que justement les sports de combat, c'est pas le plus collectif des sports individuels. Ouais, c'est ça. Bien sûr que si. Ouais. C'est souvent, tu as plus le sens collectif justement avec justement l'entraînement, avec la préparation, le fait que tu ailles tout seul. Le jour du combat, le jour du combat, tu as déjà vu un combattant avec personne dans son coin. Ouais. C'est déjà. Alors, de combat, ça vous est déjà arrivé rarement, hein. d'être coaché par quelqu'un que vous connaissiez même pas, juste un teneur d'éponge ou un teneur de saut. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ça a dû m'arriver, moi, mais sinon, souvent, je rappelais des potes en dernière minute. Quand je boxais, je prenais un billet d'avion, je faisais venir quelqu'un que je connaissais. J'aime bien être en confiance un petit peu. Quand même ça, ouais. Moi, ça m'est arrivé en Thaïlande. Ouais. Parce que tu sais, au départ, comme tu comprends pas ce qu'ils disent, ils sont dans ton coin, c'est comme si j'étais tout seul en vrai. Ouais. Tu vois, ça fait qu'ils me parlaient, mais je comprenais rien. Et je combattais, ils me disaient. Moi, je faisais yes, mais en vrai, je suis tout seul. Je dis oui. Je dis oui. Je dis ok. Bon, mais tu vas, mais tu sais pas ce que tu. Tu vois, tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu le fais. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est spécial. Hein. Les sports de combat, déjà, c'est spécial. Et en plus, le Muay Thai à votre époque, c'était encore plus spécial. Il y a un côté comme ça, un peu aventurier de l'extrême, quoi. Ouais. Années 90, il y avait ceux qui avaient été encore avant, années 80, la Dida, Païen, il y avait quelques-uns avant. Mais c'est vrai qu'années 90, sans Internet, moi j'y suis allé la première fois en 93, je crois. Et ouais, c'était encore route, comme on dit. Ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est le tout début, quoi. Donc c'est. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Gong. Bienvenue sur le. Alors, la série, petit à petit, ça s'appelle maintenant, c'est les parrains du Mouet. Et est-ce que ça vous va comme dénomination? Super.
Ça vous va? Les parrains du Muay. Les parrains du Muay. Waouh. Les parrains du Muay Thai. Je vois bien un parrain là, moi je me verrais plus comme un tonton, parce que j'étais pas vraiment un puriste, donc j'ai un parrain et un tonton. Alors le parrain, Danny Ça passe Bill. bien. Danny Bill en personne. Ça passe bien, hein, Ouais. les parrains. Ouais. Ouais, c'est ceux qui sont vraiment reconnus, hein, les parrains, de Ouais. toute façon. Oui, c'est vrai, Ouais, qui impose c'est- le respect. Ouais, Et c'est un bon nom. alors Danny, enchanté de te recevoir. Enchanté. Ça faisait très longtemps que je Enchanté. voulais te recevoir sur Gong. Ah. Et idem pour Aurélien. Aurélien Duhart, Super. s'il vous plaît. Ravi Fred, Donc, merci pour vraiment, l'invitation et ouais. ravi de partager ce moment avec mon grand ami Dany. Pareil. Et merci à tous les followers, c'est un grand kiff. Voilà, ça fait Ah. plaisir. Alors tous les deux, vous êtes deux des plus grands boxeurs thaï, on va dire, de tous les temps. Mais voilà, bon. deux grands noms s'il en est. Et vous avez la particularité en plus de vous être rencontrés sur le ring. Ouais. C'est-à-dire, vous n'êtes pas de la même catégorie, Ouais. exactement. Et toi, tu combattais autour de combien? Moi j'étais, en début de carrière j'étais à 72 déjà, alors Ouais. que toi tu étais à 63,5 je crois. hein. Ouais. Ensuite vraiment en France et en Europe il y avait plus de combats au-dessus de 76, donc je suis monté à 76. Et après j'étais à 80, jusqu'à 88 je suis monté. Ouais. Et en gros j'étais entre 78, 82, 84 par là. D'accord. Parce que tu es très longiligne, hein, Ouais. tu fais un combien, 80? Un 89 ou un 87 selon la police ou selon les organisateurs. D'accord, entre les deux. Pas loin d'un différence. 90 alors. Tu vois. Ouais. Donc alors, avant de vous être rencontrés sur le ring, c'était quand? C'était en 2003 je crois. c'est ça 2003. 2003. ouais. 2003, ça remonte. Ouais, déjà. à Saint-Ouen, organisé par Saint-Ouen. Rachid Sadi, C'est ça. grand entraîneur et grand organisateur. J'étais là. Qui organisait des gros galas à l'île bien. d'Evan, il y a eu Ouais. tout le monde à boxer là-bas. J'étais là. À l'époque, j'étais déjà journaliste, mais j'étais dans le public. J'étais venu comme Ouais. ça. Parce que c'est pas loin, à l'île des Vannes, c'est pas, Ouais. c'est pas très loin d'ici. Et alors, on va revenir là-dessus, mais déjà, moi, je voudrais la toute première rencontre. Ou la première fois que vous entendez parler de l'autre. Ah, moi je sais, moi. Vas-y, J'ai dis. commencé le Muay Thai, j'ai commencé le kickboxing à Villejuif en 91. Et je suis devenu champion de France C'est la classe première C. discipline en combat. En combat, j'avais fait du karaté de 13 ans à 17 ans avec Maître Omi Naoki à Villejuif, du karaté Shukokai, et il est encore présent, Maître Omi Naoki. Ah ouais. J'ai 53 ans, moi imagine, il est encore là. Donc j'avais commencé, mais c'était vraiment loisir, histoire de faire du sport. J'avais fait qu'une seule compète. Après, je suis passé amoureux du basket. Et j'ai découvert le kickboxing en 91. Et je suis allé en tension en 92. Et on avait des boxeurs déjà en classe B. Temta, un grand salut à Jean-Marie Merchet, à tous ceux d'autres tensions. Et il y avait des galas qui étaient organisés à Saint-Maur. Il y avait un club de Muay Thai à Saint-Maur, il y avait souvent des galas. Ouais. Et j'avais vu Dany qui avait boxé Temta, qui était notre Laotien, je crois, notre fer de lance d'autres tensions, qui nous tordait au corps à corps, qui nous apprenait les particularités. On avait été le voir et Dany avait gagné un combat magnifique. Et c'est là que je l'avais vu en vrai dans un petit gymnase avant la presse, tout ça. T'as ce souvenir de ce combat? Non. C'est quelle année ça? On m'avait parlé de lui, mais je Ça savais devait être plus. 93, 94. Non, par là. avant alors. Avant, parce tu que crois? j'étais passé pro en 91, moi. Ouais. J'étais pro en 91. Ouais. C'est-à-dire, lui, j'ai dû le boxer vers 90 ou Ouais, par là. Donc 80. c'était peut-être tout au début 90, peut-être, 89, 90, 10. 91. Ouais. Ouais, parce que je passais pro en 91. Ouais. D'accord. Donc c'est là que je l'ai découvert et ensuite j'ai suivi comme tout le monde son style, sa manière d'être et puis on avait une passion commune, le hip-hop. À l'époque vous parliez du Factory et tout ça, il y avait le Folies Pigalle aussi, les soirées le dimanche. Alors, Factory, je précise, c'est la boîte de nuit. Hein. C'était Factory, c'était une boîte de Ouais. nuit à Bastille, ouais. On avait en association avec Jean-Marie Merchet d'Haute Tension, Ouais. Dominique que je salue, François et on était 4 associés, on organisait des soirées hip-hop là-bas. Et D'accord. souvent le mouvement hip-hop et la boxe à Paris, il y avait plein de... Ça se croisait, ça se croisait, donc ils ça venaient se aux soirées, croisait. on se croise aux salles de boxe, aux galas et aux soirées. C'est vrai. Et Dany était dans la musique aussi, il produisait, il organisait. J'étais Déjà à DJ, l'époque j'étais DJ Ah vers ouais. 89, moi. Ah ouais, et tout, Ouais. je savais pas. Je Ouais, savais que tu avais eu un j'ai- label musical. Ouais, après. ça je l'ai eu après, Ouais. mais j'étais déjà passionné, parce que moi je breakais aussi à l'époque. J'étais un D'accord. danseur, Ouais, ouais. vers 84, 5, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé, moi, tu continues Je t'en prie, Dany, vas-y. Ouais. Alors toi, bon, par rapport à ta question, c'était Ouais, la première quand il rencontre. m'a... Ouais, Ouais. ok. Comme je disais, moi, 91, j'étais passé pro. Ouais. C'était passé à TF1 le match. C'était contre un Thaï, il s'appelait Samat. Ce Big Dany n'a que 18 ans et demi, c'est ce soir son 10e combat seulement. Pour l'instant, 8 victoires, une seule défaite. Et face à lui, ce Thaïlandais longiligne à la garde basse a derrière lui 144 matchs, 139 victoires, dont 88
Gagné avant la limite. Pour le moment, peut-être un petit avantage pour l'outsider. Oui, je pense que Bill Danny a donné plus de coups. D'ailleurs, on le voit encore, il passe beaucoup plus de coups, il marque des points. Il tourne, il frappe, il s'en va. Et voilà, encore un très beau fauchage, saisi de la jambe. Car repartir en Thaïlande avec une défaite, c'est quelque chose de très important pour un Thaïlandais. Il tombe là sur un os en la personne de Bill Danny qui vient de passer 2 uppercuts. Oh, c'est une merveille. Oh, la frappe est sèche, il est précis. Il marque des points avec ses jambes. Il a sonné le Thaïlandais en anglaise avec des coups parfaits. Et confirmation, Bill Danny bat sa marque. Tu vois, c'était à TF1 à l'époque, c'était Ouais. Lustig qui commentait Ouais. les combats de TF1. C'était passé à TF1, j'avais 18 ans à l'époque. Et c'était le premier combat diffusé à la télé. Et, Ah, c'était le tout premier combat. ouais, pro Ouais. télé, ouais. Oui, oui. Parce que les premiers galas, je me Vraiment le début rappelle. de l'âge d'or de la Ouais. boxe thaï en France. En Ouais, fait. c'était les premiers, c'était à TF1, parce qu'il y Ouais. avait eu, allez, un an avant, il y a eu Krongsak contre Kaman, tout ça. Et voilà, ça fait que... Ouais, c'était encore avant la période Canal+. Bien avant, ouais. Ouais, c'était avant encore, Ouais. parce que Canal+, ça arrivait vers fin 92. Ouais. Canal. Il y avait Richard Silla, grand Ouais. boxeur en boxe française, Ouais. Ça va, champion toi, du ouais. monde en full contact, qui était passé à Stade 2. À Stade Ouais. 2, dans les années 80. Et ben- Avec ça, en full contact, on était comme des fous, quoi. C'était ben, c'était même inimaginable, il y avait qu'une presse spécialisée à l'époque. Ouais. Ouais. Et ben même nous, il y a eu des rediffusions sur Stade 2 aussi, Ouais. des matchs. Je me D'accord. rappelle, en 91, ouais, il y a des rediffusions. Alors ça fait que moi, comme j'ai entendu plus parler, c'est vers fin 90, comme j'ai entendu parler d'Aurélien. Ouais. Ah non, j'avais, fin 90, comme tu avais boxé Viet, Orlando Viet. Oui, en 96, Viet. c'était ça, Viet. 96. Voilà. Comme moi, je boxais... Orlando Viet, un ancien de l'UFC. On en parlera après, je dis, pour Ah, teaser ok. un peu. Ouais, il a fait le 1 ou le 2, je crois, un des tout premiers, il avait fait. Il Hein. a fait le 1, Ouais. le premier, je crois. Ouais. Ouais. Et, ouais. Voilà, ça fait que... moi, je l'ai entendu parler vers 96, Ouais, tu vois. d'accord. C'est comme ça que... Il a fallu que je sois j'ai champion du parlé, monde pour qu'il entende parler de moi. Tu vois. Ouais. Voilà, mais bon, c'est vrai, on n'était pas de la même catégorie. Alors, ça fait que... Même génération ou pas? Exactement. Oui. Ouais, C'est la même génération, Ouais, exactement. ouais, Ouais, ouais. ouais. Ça Et- fait- Moi, j'ai commencé en 86, la Muay Thai. Ah, Tu d'accord. vois, Et c'est ta première instinct. discipline, toi? Non, je faisais plusieurs sports, moi. Foot, kick, je faisais plusieurs sports en même temps. Ouais. En même temps, je faisais la Muay Thai. Ça Ouais. fait que je cherchais le sport le plus complet qui me fatiguait le plus à cette époque-là. Ah ouais? Ouais. Ça fait que la Muay Thai, c'était le sport qui me faisait rentrer KO. Ouais. Après, j'ai dit, j'aime bien ce sport-là. Et j'ai continué. Et, voilà, jusqu'à... C'était pour le plaisir au départ. C'était pas pour être champion Ouais. ou quoi que ce soit. Alors, c'est tu ça, vois. ouais, pur plaisir. Voilà. Toi aussi, Aurélien, ou pas, au départ? Ou Euh, dès ça- le départ, des rêves de champion, des rêves d'accomplissement? C'est un peu différent en ce qui me concerne. Moi, j'ai commencé très tard le kickboxing à 21 ans. Ouais. Et moi, c'était vraiment plus par colère. Ouais, j'avais fait du basket par plaisir, j'avais fait du tennis de table, du karaté, je monte à cheval et je monte encore par plaisir. Mais véritablement, quand j'ai joué au basket, vers 21 ans, j'ai eu un problème de licence dans le club où j'étais, à Vitry. On m'avait truandé. Comme j'étais tout sec comme ça, ils m'avaient rajeuni d'un an pour jouer encore en espoir. Et l'année d'après, je débarque à Bourg-la-Reine, qui était en régional. Au bout de 3 ans de basket, c'était déjà un haut niveau et j'étais super content d'arriver là. Et la fédération nous dit, on t'a grillé, quoi. Donc le club de Vitry a une amende et moi, je suis suspendu, j'ai pas le droit de faire de compétition pendant 1 an. Donc ça fait 4 ans que je fais du basket, j'arrive au niveau régional et on me dit, je peux faire les entraînements, je peux transpirer, faire tout, mais je peux pas faire les matchs. Ah, d'accord. Et là, avec mon histoire personnelle, plus années 90, il y avait un peu ce côté hip-hop, les bandes, la pseudo-chasse au skinhead qui avait déjà été nettoyée. Enfin, il y avait ce côté un petit peu, j'ai envie de me battre. Ouais. Et je crois que je suis un fils de bonne famille, ma mère m'a bien élevé, et je préférais faire ça sur le ring. Donc Ouais. j'étais vraiment plus faire, allez, je continue le basket. Et je sentais ce côté, l'avoir envie de frapper, les films de Van Damme, la colère qui montait. Et je préfère faire ça dans un endroit où c'est autorisé, cadré. Mais j'y allais vraiment, moi, en dilettante. Je serais basketteur D'accord. pro. Je fais 1 an de boxe comme ça, histoire de me défouler. Ah, d'accord. Ah oui, t'as mis un pied dedans comme ça pour. Ouais. En attendant d'être relicencié, non? Parce C'est qu'il y ça, avait ouais. ça aussi. Ouais, Ouais. ouais. Donc, et du coup, t'es resté. Et du coup, je suis resté. Mais quand t'as compris que finalement c'était mort, t'allais rester quoi?
T'allais plus retourner au basket. Je crois rapidement parce que le basket, j'avais bien vu que je manquais de fondamentaux, je manquais de plein de choses. Et c'était pas possible d'aller au niveau où je voulais avec le passif que j'avais. Et puis peut-être que c'était pas pour moi. Et donc la première année à Villejuif avec Francis Réa Patrick Réa et Francis Hamdaoui, qui étaient les 2 entraîneurs que je salue, ben, ils m'inscrivent au mois d'octobre ou novembre un combat. Et c'était les championnats de France classe C. À l'époque, pas de casque, protège tibia facultatif, les chaussons de kickboxing, les gants, et 3x2, plein contact. Et je fais ce premier combat très très dur, et je gagne. Et donc quart de finale, je gagne avant la limite, et ensuite demi-finale quelques mois après, et je gagne aussi par KO. Et ensuite la finale à Nancy, il y avait Valérie Hénin et André Panza qui boxaient ce jour-là, je crois, dans un énorme palais des sports dans l'Est. Et moi je boxais l'après-midi, donc dans cet énorme palais des sports, vide. Et pareil, je gagne la finale championnat de France classe C. J'ai mon diplôme avec la cocarde bleu, blanc, rouge, champion de France, la coupe, mon entraîneur qui a la banane comme ça. Moi, j'avais pas encore eu mon bac, j'étais nul à l'école. J'avais pas un endroit où je brillais vraiment. Au basket, ça va, je cartonnais. T'avais quel âge là, J'avais 21 ans. T'avais 21, Au basket, je cartonnais, mais dès que j'étais avec des pros, tout ça, je voyais bien que j'étais limité. Et là, il y a un truc où, sur une année, sur un machin, dans tous les gens de France de mon poids qui ont démarré, j'étais le plus fort, quoi. Et ça m'a fait un truc. Et au-delà de ça, j'ai aimé courir, les fractionner, la boxe elle-même, tu vois. Mais vraiment ce côté, waouh, j'ai trouvé un endroit où je brille, où on fait attention à moi. Et en plus, je donnais les cours déjà, tu vois, comme je venais du basket, du karaté, on me confiait les étirements, la muscule. Donc j'avais ce côté-là aussi, responsable. Et je sentais que je prenais une place que j'avais pris nulle part ailleurs. Je me suis dit, bon, on va continuer, on verra bien. D'accord. Et parce que c'est peut-être un petit peu différent parce que toi, tu as été dans c'était le Muay Thai directement et tu étais dans les catégories les plus concurrentielles en fait. À l'époque 60 kilos, j'étais à 60. Après, si on parle d'amateur, amateur, il y a du monde. J'ai commencé à 57, 58. Après 60, j'ai monté. Mais il y a beaucoup de monde. Il y avait ceux du Lumpini, Nanterre. Le premier combat, c'était à Nanterre. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Il y a le Direct. Mais on s'est vraiment il y a du monde à cette époque. Et alors, comment ça s'est passé? Parce qu'au début, il y avait full contact, il y avait kickboxing, il y avait un petit peu tout ça. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu une rencontre entre la Thaïlande et la France, indéniablement, beaucoup plus que entre la Hollande, par exemple, où c'est des catégories plus lourdes, c'est spécial. Mais il s'est passé quelque chose là, même s'il y avait aussi des rencontres entre la Hollande et la France, ça n'empêchait pas. Mais il y a une rencontre comme ça entre la Thaïlande et la France. Ça, vous l'avez ressenti comment? Vous l'avez vécu comment? Moi, je l'ai vécu par rapport à mon entraîneur. À l'époque, il boxait Viet, en plus. Il boxait Viet, il s'appelait Omar Benama. Alors 87, comme ça, il boxait Viet. Je crois que c'était Viet. Je sais plus, mais je crois que c'était Viet, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Il y avait même Stéphanie Kema, tout ça. Et il y avait beaucoup de rencontres. Hollande-France, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait des petites catégories aussi plus, parce qu'après, avec le temps, avec le kick et le K1, etc., on a souvenir des grosses catés, mais il y avait beaucoup aussi de combattants. Bien sûr que oui, au moins 69, 70. Les Hollandais étaient plus au top, c'était plus réputé à cette époque-là. C'est arrivé un peu plus vite en Hollande, par le biais du Kyokushin là-bas, je crois, ça s'est passé, non? Je sais plus, mais je sais que le Shakuriki. Très tôt, ils ont une culture thaï. Le Mejiro, le Shakuriki, un peu avant la France, je crois. Mais il y avait déjà pas mal de rivalités avec la Belgique et certains Français, comme ce qui me vient là, Lucien Deroy, du Nord, tout ça, qui allait souvent boxer là-bas, même si on ne savait pas, il n'y avait que les magazines spécialisés. Il y a toujours eu ce triptyque entre la Belgique, la Hollande et la France pour des galas. Et je pense que, comme tu dis, le lien, il s'est fait quand je me suis mis au basket. J'étais en Jordan de la tête aux pieds. Je mangeais du burger et je buvais du coca et je regardais MTV. Et quand tu commences à faire un sport, souvent en plus un sport marqué d'une telle culture, la musique, l'odeur, le lamamoué, le rituel, le côté un peu guerrier qu'on retrouve nulle part. Tu sais, porter le Mongkong, une armure, être accompagné au combat. Il y a tous ces rituels qui font qu'on fantasme ça dans les films. Et là, on te dit, oh, il y a ça en bas de chez toi là. Descends. Oui, tu vas transpirer, ça va te coûter, mais tu peux
peux être celui-là, tu vois. Donc, et en même temps, les entraîneurs, souvent, il y a des Thaïs, des Laotiens. Tu finis l'entraînement, ça va manger dans le 13. Tu commences à créer des liens. Et puis, tu vois surtout Danny, qui revient de Thaïlande, Dida, Nikema, tous ceux qui sont installés là-bas. Et moi, j'étais étudiant, je ne pouvais pas partir beaucoup. À 23 ans, en vacances scolaires, février, boum, 15 jours, je partais dans les camps. Et le voyage, beaucoup de gamins n'avaient pas bougé de leur quartier. Et là, de pouvoir aller à l'autre bout du monde, vivre une autre culture. Et ça, tu as l'ouverture, quoi, l'horizon, quoi. Alors, l'horizon thaïlandais. Vient de dire à l'instant Danny qui revient de Thaïlande. Ton premier voyage en Thaïlande? T'avais quel âge et comment? 19 ans, vers 19 ans, je suis parti avec plusieurs amis. Et je me suis retrouvé avec Stéphane Nikema. On est parti au premier Jockey Gym, là. Tu vois, je suis resté là-bas à peu près 2 mois la première fois. Et j'ai boxé 2 ou 3 fois. Voilà. Et c'était franchement la meilleure expérience du commencement. C'est là que j'ai connu vraiment la pure Muay Thai. Et par rapport à ce que j'ai vu là-bas, c'est pas ce que je voyais en France. Et ça m'a fait vraiment comprendre ce sport en étant avec eux. Et j'ai fait beaucoup d'entraînement, beaucoup d'allers-retours aussi, parce que j'ai vu que je pouvais boxer toutes les semaines là-bas. Tu vois, j'ai boxé 2 fois en 4 jours, les premières fois. J'ai boxé dans les bars les premières fois. À Pattaya, je me rappelle. C'est une sacrée école, ça. Alors, ton premier combat dans un bar, et comment tu as appris? Tu te doutais de ça ou pas? Non, parce que pour nous, c'était le test. C'est-à-dire, comme j'étais parti avec des amis, on était plusieurs à boxer, et j'ai dit, tiens, on s'est dit, bon, venons, on va boxer contre, parce que c'est des anciens champions, des anciens boxeurs. On s'est dit, pourquoi on ne va pas se tester là? On a été, c'était vraiment pour voir si on avait vraiment le niveau. Ça fait qu'on l'a fait, ça s'est bien passé. 4 jours après, je l'ai refait. Après, on m'a proposé de boxer à Bangkok. Et c'était magnifique, les premiers tests. D'accord. Tu as été repéré en fait par un promoteur. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé à boxer dans les bars au Lumpini? C'est grand écart. Oui, c'est vrai. C'est les chefs du camp, tu vois, les chefs du camp. Comme ils ont vu la manière que je boxais avec les boxeurs, ils ont dit, faudrait que tu boxes dans un stadium, tu vois. D'accord. Et ça fait que c'est comme ça qu'ils m'ont proposé les premiers matchs. Ça fait que... Et après, le deuxième, c'était justement comme j'ai fait mon premier championnat du monde contre... j'avais remplacé Joe Prestia. Les premiers championnats... Voilà, les premiers anniversaires du roi en 93. Et l'histoire, c'est qu'on m'avait appelé la veille, parce que Joe était bloqué problème au dos. On m'a appelé la veille, on m'a proposé de boxer. J'ai pris l'avion le matin et je suis arrivé. Je suis arrivé et je boxais le soir. Direct, Voilà. Et je n'étais pas prévu. En Thaïlande, pas à Marseille ou en Italie, pas juste à côté. On perdait pas de temps à l'époque. C'est ça. Le décalage, la fatigue du voyage. Je me rappelle, c'était le 5 décembre 93. C'est l'anniversaire du roi en plus. L'anniversaire du roi. Énormissime. C'est ça, c'était dans le jardin, il y avait plus de 100 000 personnes. Et ça va même beaucoup plus, hein, en extérieur. Là, oui, ça débordait 300 000 selon comment ils ouvrent, c'est énorme. C'est ça. Il y a une marée humaine. C'était l'événement de l'année. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est là qu'on m'a vraiment vu aussi, parce que les Thaïs, certains me connaissaient parce que j'ai déjà boxé. Et là, on m'a donné ma chance. Et en plus, comme ils ont vu que je n'étais pas prévu, tout le monde disait il va se faire peut-être mettre KO comme les autres, parce que je me rappelle, j'étais le 6e combat et tous ils perdaient un par un. Tous les autres étrangers en fait. Tous les étrangers. En fait, c'était quoi pour faire? Ils voulaient faire des exemples. Voilà. Alors moi, je me suis dit ça va être mon tour. Je vais peut-être me faire défoncer, mais je vais tout donner, tu vois. Parce qu'en plus, je suis arrivé le matin. Les gens ils rigolaient. Ils ont dit lui, il est arrivé tout à l'heure. Ils étaient tous morts de rire. La petite jambe, c'est le mythe. Et ça fait que j'ai bu au moins 5 lipos, tu vois, les vitamines là. Voilà, parce que j'ai vu les mecs se faisaient ouvrir, jambes cassées. J'ai dit, oh merde. Tu vois, j'ai dit ça et toi. T'as compris le traquenard en fait. Voilà. Alors j'ai dit, bon, ok. Et je me suis fait compter au premier round, tu vois, j'ai failli me faire mettre KO au premier round. Et voilà, après, grâce à
la détermination et tout, et j'ai réussi à gagner au point. Ouais. Et voilà, ça fait que j'étais reconnu, premier titre là-bas, par rapport au championnat. Et c'est comme ça qu'après tous les mois presque, je boxais souvent là-bas après. ดูมีอาการตลอดนะฮะเด็ดหนักมากโอ้โหหุกขวาห้อยลงไปอีกแล้วดูทารุณแล้วท่านนับแล้วฮะท่านผู้ชมที่เคารพขวาก็ลงซ้ายก็ลงหมัดดูการยืนมวยของนักมวยดึงตัวนิดนึงอันนี้อาศัยลูกวิชาอาจรีเดนฝรั่งเศสไม่ได้ให้วันนั้นมีญี่ปุ่นแล้วก็มีคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับป้องกันเด่นต้องใช้ความพยายามอีกแล้วฮะดูเหลี่ยมแล้วก็ให้นักมวยฝรั่งมิสเตอร์ซีฟูขึ้นค่าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยไปในวันนั้น Ouais, t'as fait tes preuves, en fait, ouais, après, j'ai la fait meilleure des 4, façons. Quoi. Ouais, après, pendant 4-5 ans, je boxais pour l'anniversaire du roi. Ah, d'accord. Voilà, et j'ai gagné mes 3 ou 4 ceintures à chaque fois, quoi, là-bas. Ouais. C'est comme ça que ça m'a ouvert les c'est ceinture mondiale, donc de l'anniversaire du roi. C'est ça, organisé à l'époque par Songchai. Songchai. Et alors, parce qu'effectivement, le combat, j'ai revu ce combat il n'y a pas longtemps, et effectivement, c'est un down que tu te prends dans le premier round. Et alors, normalement, faut qu'on m'explique quelque chose. Les 2 premiers rounds, ce n'est pas des rounds d'observation. Ouais, d'observation pour les paris, etc. Normalement, ils n'appuient pas, on est d'accord. Ouais, là, il a peut-être entre eux, entre tailles. Ouais. Ah, ouais. Ah, il y a des légendes comme ça qui disent, par exemple, les Tekra, les low kicks, c'est très rare qu'entre tailles ils s'en mettent. Et souvent, quand ils boxent avec des Européens, il y a une sorte, peut-être moins aujourd'hui, mais à une époque, ils ne voulaient peut-être pas qu'on leur vole la suprématie. Et comme ils boxent tous les 15 jours, eux, s'ils tapent beaucoup dans les jambes, ils ne peuvent pas reboxer. Donc ils savent l'un l'autre qui boxent pour nourrir leur famille. Vous avez vu des fois au 4e ou 5e, il y a un taille qui a perdu, l'autre il freine. Alors que moi, ça m'est arrivé de me défouler sur un mec. On a une autre vision de la chose en Occident. Et donc il y a peut-être ça, ce fait que les tailles, effectivement, parfois ils se préservent, ou que des fois ils pensent qu'entre nous on va faire monter la cote et nous, mais là ils peuvent surprendre parce qu'ils pensent que l'occidental n'est pas habitué, tu vois. Parce que toutes ces règles-là, vous les avez apprises au fur et à mesure. Enfin, il y a toutes. Parce que c'est vachement codifié en fait. On pense que c'est de la boxe pied-point, etc. Mais l'aspect justement du jeu, l'aspect. Enfin, il y a plein de choses que vous avez appris sur le terrain. C'est ça, exactement. Ouais, c'est sur le terrain. Au fur et à mesure. Parce que comme tu es à l'extérieur, beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, ils imaginent, ils sont dans l'imagination. Mais comme tu es dans le combat pur, c'est là que tu commences à plus analyser, à avoir plus d'expérience. Surtout que ils ne vous laissaient pas toujours le temps. Là, par exemple, direct le jour même, tu arrives, tu combats. Tu n'as pas le temps de te poser de questions. Ah ouais, tu n'as pas le temps. C'est pas plus mal des fois de laisser le cerveau au repos et de laisser s'exprimer l'instinct. C'est vrai. Tu n'as pas le temps de cogiter. Et la plus grosse des surprises alors que vous ayez vécu en Thaïlande, c'est quoi? La plus grosse des surprises par rapport à la boxe, après moi, c'était beaucoup boxer des tailles que je voyais comme j'étais amateur. Tu vois, ça fait que j'ai boxé des champions de Thaïlande, je les regardais comme j'avais 17 ans, 16 ans. Et j'arrive là-bas, on me dit, tu boxes lui. Je dis, waouh. J'en ai boxé une dizaine comme ça, et que j'étais amateur, je les voyais boxer, je disais, oh là là, ils sont forts. Et hop, j'arrive dans le pays, on me dit, tu vas boxer lui. J'ai dit, ça va être chaud. J'ai dit, ok, on va essayer. Tu vois, ça c'était incroyable de boxer des gens que tu voyais comme les Orono, je ne sais pas si tu connais Orono, Nopui Devi, Santienoy, voilà, tous ces boxeurs-là qui étaient champions aux années 90. Et moi, j'étais amateur ici. Et comme tu arrives là-bas, on dit tu les boxes. Ça m'a vraiment marqué, ça, de boxer les tops. Tu vois. Et alors, parce qu'à l'époque, Pour rappeler quelque chose, c'est que quand j'ai commencé, moi j'étais à 71 kilos. Et comme il le dit Dany, il n'y avait pas de taille moi à mon poids. Il y avait pas, faut pas oublier ça. Donc tous ceux qui étaient au-dessus de 72, 73, il y avait Nikema qui arrivait à descendre de 67, je ne sais pas comment il faisait. Et moi quand je suis allé en Thaïlande en 93, ils avaient voulu me faire boxer. J'étais dans un camp que j'avais été recommandé par Pout Patnoy, un entraîneur Jean-Marie Mercher qui m'avait fait une lettre manuscrite. Et j'avais été à Chantburi, entre Bangkok et Pattaya, dans une banlieue industrielle. J'avais pris un bus de Bangkok. Et à l'époque, mes copains, ils étaient descendus dans le sud, en bus aussi, il n'y avait pas l'avion pour aller dans les îles. Et je m'étais retrouvé là-bas dans des rues avec un tuk-tuk à demander le camp, à monter dans plein de camps différents.
Donc, arrivé là-bas, donc je me suis entraîné. J'étais nul encore à corps, et comme tu dis, on se fait masser les premières fois. Véritablement, je suis redescendu de mon nuage, champion de France classe C, classe B. Pour le champion de France classe A, j'avais été préparé là-bas. Ouais. Et je vois vraiment le décalage de niveau, mais je frappe quand même. Hein. Je frappe, ils voient le potentiel et ils me demandent si je veux boxer. Alors moi, je dis oui, et ils me pèsent. Je devais être à 71. Là, je suis sec, hein. Je suis à 73, 72, tu vois, tu peux rien me retirer. Ouais. Et ce qui m'avait choqué, c'est que dans ce camp là-bas, déjà on virait les poules avant de s'entraîner, on accrochait les sacs, c'était la cour derrière la maison. Et j'avais remarqué 2 espèces de caissons en bois, mais de 1 mètre sur 1 mètre carré, tu vois. Ouais. Et je pensais que c'était des rangements pour mettre des trucs, tu vois. Et quand ils m'ont dit que j'allais boxer, et qu'ils me pesaient tout l'entraînement, je n'arrivais pas à descendre en tout 70, ils m'ouvrent le caisson en bois comme ça, là, je vois un truc capitonné. C'était des espèces de saunas où on se mettait dedans comme ça, une caisse en bois capitonnée avec un autocuiseur de riz là, entre les pattes qui bouillait. Il y avait un couvercle en bois et de temps en temps, il baignait pour que tu sortes la tête et il te remettait dedans. Et donc je crois que j'avais réussi à descendre de 70 kilos, mais... La tête qui tourne, on ne connaissait pas les cuttings, tout ça. Moi, j'avais jamais fait ça, je tenais pas debout. Et je crois que Jean-Marie n'était pas là, j'étais avec eux. Et j'avais cette envie de boxer, mais j'avais quand même cette conscience et j'ai refusé. Et j'ai bien fait parce que je pense que là, j'aurais pas tenu 1 minute. Et après, j'ai galéré pour rester à moins de 75, moins de 76. Et après, comme il y avait plus d'opportunités avec les Hollandais, avec toute l'Europe qui s'ouvrait dans les 80 kilos, j'ai dit allez, je mange, je pousse et je monte. Mais vraiment, ce qui a fait la différence avec ma génération et la leur, et j'étais vraiment fan d'eux parce que eux boxaient des tailles, quoi. Putain, moi, j'avais que des tailles en fin de carrière. Moi, on avait que des tailles qui avaient pris du poids. Le classement d'Olympini, ce serait intéressant de regarder à quel point il s'arrête. Hein. Et du Raja. Et donc, c'est vraiment ça. Je crois qu'au-dessus de. Qui fait que j'étais admiratif d'eux, c'est que ils allaient boxer. Arrivé à 70 déjà. C'était compliqué à l'époque, C'est vrai. Et eux, les poids lourds, c'est 70. À peine. À l'époque, 70, c'est poids lourd. À l'époque, c'était ça. Il y a le culte en Occident là, du combat de bœuf et là-bas tellement le combat de coq. J'adore les petites catégories, ça va vite, ça débite, c'est technique. Nous, on a plus le culte du demi-dieu, de ces surhommes. Regardez le K1, commence à percer en Europe, c'est peut-être ça qui a fait aussi énormément au Japon. Parce que ce qui est marrant, c'est que le Japon, c'est très différent par rapport à l'Asie du Sud-Est, ou même par rapport à la Chine, par exemple. Tu as ce culte justement de l'homme fort, l'homme imposant. C'est pas forcément musculeux, la preuve, le sumo. Voilà. Et tu as aussi la culture du sol, tu vois, du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu brésilien vient du jiu-jitsu japonais au départ. Et alors qu'en Asie du Sud-Est, se battre au sol, c'est impur. Le sol, c'est sale. C'est comme pour les Chinois aussi. Les Chinois, ils veulent pas se battre au sol. Parce que si tu tombes, faut pas se battre au sol. On a un peu la même chose dans nos règles chevaleresques, on ne frappe pas un homme à terre. En Europe, avant l'avènement de MMA, et c'est certainement ça qui avait beaucoup freiné, c'est que, ne le prends pas pour toi, mais on ne frappe pas une femme, on ne frappe pas quelqu'un qui a des lunettes, et on ne frappe pas quelqu'un à terre. Vous avez tous entendu ça quand on était gamin. Et je sais que beaucoup de personnes qui adoraient les sports de combat, ils avaient dans leur inconscient collectif de voir celui qui est à terre, il est déjà fragilisé, il est déjà soumis, donc ils ne voyaient pas qu'il y avait une chance de ce côté-là. Donc ils étaient très choqués par ça. Je sais que beaucoup de personnes, quand elles ont pris conscience que sur le dos ou au sol, on pouvait aussi être fort, ça les a rassurés, ils ont plus accepté cette discipline. Et on avait un peu le même avis, je sais pas ce que vous en pensez, on ne frappe pas un homme à terre. Oui. Non, bien sûr, ça a vachement joué, quoi. Mais après, il y en a qui ont joué effectivement de ça, et même de cette expression, de ce que ça représente et tout, quoi, pour bloquer le MMA en France. Mais c'est vrai que même hors de ça, hors des raisons politiques ou lobbying, etc., parce que derrière, tu avais le lobby du judo aussi. Oui, bien sûr. Tout ça. Mais tu avais aussi quelque chose qui est enraciné. De la vie des amateurs de sport. Tu as aussi, c'est vrai, quelque chose qui est enraciné là-dedans. Et d'ailleurs, tu le voyais, le MMA à l'époque, les opposants au MMA. Alors après, ce qui est vrai, c'est que tu regardes les premiers UFC, bon, il y a un côté boucherie, il y a un côté martial pur. Après, c'est intéressant parce que tu as aussi des vraies guerres de style. Bon, outre le fait que les premiers, ils étaient là, les premiers UFC, c'était pour faire la promotion du jiu-jitsu brésilien. J'ai appris ça, qu'on arrangeait en gros pour qu'il... voilà, mais c'était quand même la culture du sol qui apparaissait et quelque chose qui changeait
cet état d'esprit-là, justement. Non seulement, en fait, on ne frappe pas un homme au sol, mais en fait, on ne se frappe pas au sol. Exactement, on ne se bat pas au sol. Dès que le sol, ça s'arrête, on se remet debout. Et vous aviez parce que toi, justement, on va faire une petite parenthèse, toi, justement, tu as affronté Orlando Viet, donc 2 fois, qui était le représentant de la boxe thaï à l'UFC. Qui avait fait une victoire et après une défaite contre Remco Pardel, un gros, là, qui l'avait mobilisé, on ne sait pas trop comment, puis il a vu sa tête, il avait fini à coup de coude, là. Il a gagné son premier combat et puis il a perdu le second, Mais il y avait une énorme différence. À l'époque, tu n'avais pas aucune connaissance au sol, c'était vraiment des puristes. Il y avait les strikers et les grappleurs, il y avait alors aucune que Remco Pardel, lui, il connaissait, il venait du judo et il avait, je ne sais plus ce qu'il faisait comme style, mais bon, Jiu-Jitsu aussi, je crois. Il a un combat plus complet. Déjà, il a réussi à parer quelques attaques et dès qu'il l'a attrapé, le stress et la panique, je me souviens, le premier étranglement que j'ai pris, la première clé, j'ai dit mais c'est quoi ce truc de fou J'ai fait 14 combats avec du sol, à haute tension. J'avais été voir Jean-Marie en 94-95 par là. Et on faisait mouet. Moi, j'avais amené les kicks, parce qu'il faisait que mouet et karaté. Et je lui dis, il y a un nouveau truc, le Golden Trophy, la lutte contact. Viens, on essaye ça. Et je voulais, moi, pour faire plus de combats. Et on s'était inscrit à la lutte contact. Et c'est là-bas qu'on a rencontré The Snake. C'est là-bas pendant la compétition. Il est arrivé tout seul. Cyril Diabaté est arrivé tout seul à la première compétition de… Moi, je pensais que vous l'aviez rencontré à haute tension. Vous étiez rencontré à haute tension. Et il nous demande si on veut le coacher, tu vois. Et moi, sincèrement, je le sens, tu vois. Mais Jean-Marie, attends Aurélien, on va mettre un mec haute tension, c'est pas qui c'est. Imagine, il prend un KO au premier tour. JM, on peut pas le laisser tout seul, les gars. Le grand, il va combattre, faut que quelqu'un l'amène. Et bim, KO, premier quart de finale, demi-finale. Et il bat même… qui était inscrit Jérôme Turcan, qui avait boxé Kaman à l'époque et qui avait été dur au mal contre Kaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boxe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boxe. Et ben Cyril le bat. Donc, et là, Jean-Marie commence à le mettre qui, toi Et on avait rencontré Cyril là, comme ça. Et donc, j'avais commencé à faire 2 fois par semaine du jiu-jitsu. Et vous étiez intéressé à ça, donc au combat complet, chacun de votre côté en fait. C'est ça. Déjà. Et Cyril bien avant moi, je crois. Cyril bien avant moi, et de manière plus approfondie. Moi, quand je me suis rendu compte que j'étais pas plus payé, qu'il fallait que 2 fois par semaine, j'aille au judo, au jiu-jitsu, je m'entraînais avec Bertrand Amoussou. J'allais aussi avec Luc Capa, Villejuif. À haute tension, on n'avait pas vraiment de spécialiste du… C'était plus d'entraînement, un nouveau truc à apprendre. Voyez, heureusement pour nous à l'époque, il ne laissait pas beaucoup de temps au sol. Regardez les Golden Trophy, la lutte contact, heureusement, on se relevait. Mais on a aussi pris cette vague-là et Cyril il est parti complètement. Et moi, je préférais revenir au pied-point. Mais à haute tension, on a eu… Et alors, c'est… pour finir un peu sur cette parenthèse-là, Orlando Viet, parce que toi, quand tu rencontres Orlando Viet en pied-point, c'était en boxe thaï. En boxe thaï. Il avait déjà fait son… C'est ça, je l'avais déjà vu à l'UFC. Donc première victoire, il fait une grosse victoire déjà, un gros KO. Et puis la deuxième défaite, par contre, où il succombe justement à des coups de coude, mais au sol. Et toi, donc, tu avais déjà vu ça. Tu avais déjà vu le… on avait les cassettes vidéo à l'époque, on allait chez un entraîneur. Mais c'était comment? Toi, tu l'avais vu, Dany, ou pas? Oui, j'ai vu ce match. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat et comment? Parce que c'était un peu un traumatisme, je me souviens à l'époque, dans le milieu de la boxe thaï, des sports de combat, on se dit, oh là. C'est des fous. On se regardait, on disait… Les gens, on cherchait le superlatif. Le karaté, on se touche pas trop. La boxe anglaise, on touche que le visage et le corps. Le kick à la taille, ça commence à taper un peu partout. Et là, même au sol… Parce qu'à l'époque, la boxe thaï, excuse-moi, la boxe thaï, c'était l'art de combat ultime. Le superlatif, c'était la… On est d'accord, c'était le max. C'était, voilà, il y avait le mec qui faisait de la boxe thaï, c'était le mythe de l'invincibilité du boxeur thaï. Alors, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette connaissance du vale-tudo, de la lutte à libré, du sambo, et du samba, de toutes ces formes de combat où il y a du sol. Tu sais, moi, ce que j'aimais dans le MMA, c'est qu'il a rassemblé. En vérité, c'est un retour à la source. Le combattant de base devait savoir se battre avec une arme longue, avec une arme courte, avec ses poings, ses pieds et même aller au sol. Regardez des films de Bruce Lee, on le redit, ça a réunifié tout ça.
Alors, quand tu le vois, quand tu vois Orlando Viet, déjà, moi je voudrais vos souvenirs de l'époque. Quand vous moi je avez vous dis vu... franchement c'est des fous. Moi c'était dans ma tête, c'est dans une cage, les doigts dans les yeux, cou dans la coquille. Oui parce que alors 2 règles. À l'époque, donc 1993, il y a 2 règles. C'est les morsures, faut pas mordre. Et faut pas crever les yeux. En gros pour simplifier. C'est plus ou moins. Tu peux même taper à la coquille quoi. Et tirer les cheveux. Pour moi c'était de la bagarre quoi. C'était que le meilleur gagne. Tu vois, il y a pas de règle pour moi. Je disais, c'est vrai que tu fais de la Muay Thai, tu vas là-bas, tu rencontres un mec qui fait du sumo, ou tu te dis, bon, il faut que tu réfléchiras à comment mettre KO. Mais... C'est de la survie. Ouais, c'est de la survie. Pour moi, c'était de la bagarre de rue. Tout était autorisé. Mais bon, après, moi, je sais que si ça aurait été en France bien payé, nous, on aurait testé. J'aurais testé parce que on n'avait pas peur de ça, tu vois. C'était pour moi, c'était la rue. Tu fais tout ce que tu peux. Tu dois survivre. Il y avait un intérêt martial. Mais à l'époque, vous n'avez pas vu le représentant, parce que c'était le petit jeu de l'UFC et de la famille Gracie à l'époque, c'est qu'on met en face de Royce Gracie, donc le représentant du Jiu-Jitsu, Gracie Jiu-Jitsu, du Jiu-Jitsu brésilien, on met un représentant de la boxe anglaise. Donc en gros, il élimine... En gros, le JJB, c'est le sommet de la chaîne alimentaire. Derrière l'image d'un individu, il représentait la discipline complète. Et derrière, justement, donc Orlando Viet, il y avait la boxe thaï. Vous étiez là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru à ça, qui se sont dit ah ouais, dans ce cas-là, ça veut dire que le JJB il est plus fort que la boxe thaï. Bien sûr que oui, il y a eu ces guerres de clochers, mais ça fait partie de l'histoire des êtres humains. On est là à chercher qui est le plus fort, qui a raison, qui court le plus vite, qui est la voiture la plus puissante, et qui est le meilleur parti politique. On vit dans un monde complètement de rivalité, de division, et je ne vais pas faire de politique, mais regardez bien où on en est aujourd'hui, et pourquoi les arts martiaux seraient privés de ça. Il y a des rivalités dans le foot, sur les styles, sur les écoles, et là pareil dans les arts martiaux. Mais c'est vrai qu'il y avait ce mythe un petit peu, qui est le plus fort et quel est le sport ultime. Alors que là on voit bien que le sport ultime, encore une fois, c'est un mix, c'est un mélange, c'est une complexité, et que c'est un ensemble de choses. C'est ça qui est rassurant, je trouve. Mais c'est vrai qu'à travers le MMA, il y a plus un côté rationnel, c'est-à-dire que on va prendre toutes les techniques les plus intéressantes et trouver le format le plus complet possible. Mais il n'y a pas, même s'il y a les premiers UFC, ils sont un peu mythiques parce que justement il y avait ce côté martial pur, mais au départ il n'y a pas ce côté culturel comme dans la boxe thaï. Vous, ce qui vous a fait peut-être rester en boxe thaï et pas forcément sauter le pas, c'est aussi cet aspect culturel, cette liaison, enfin la Thaïlande, tout ça. Oui, voilà. Oui, moi, la culture dans la Muay Thai. Plus artistique, plus. Oui, pour moi, c'était plus, on va dire, sain. Tu vois, c'était plus. Il y avait des règles. Tu vois, pour moi, il y avait des règles. Et comme je voyais les autres, je disais waouh, tu fais tout ce que tu veux presque. Alors, je préfère rester dans ce que j'aimais, tu vois. C'est pour ça que je suis resté plus dans la Muay Thai, moi. Après, chacun. Sans compter qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas plus d'argent. Il y avait déjà Loïc Pora, il y a plein de combattants qui allaient se tordre en Hollande dans des cuves et plein de choses. C'était pas la carrière. Même en Kempo, ce qui est intéressant, toi qui en as parlé dans le Karaté Bushido, à l'époque où ils ont mis ce gros veto sur le MMA, tout ça, je crois qu'il y avait le Kempo avec Ali Mioubi qui faisait partie de la FFKMA, de la fédération, et qui eux avaient le droit de s'abouaner au sol, je crois. Tu avais des formes, tu avais déjà du combat. Donc c'était particulier, ça existait déjà, parce que moi, il m'en parlait dans les années 90, on bossait un peu la nuit, on se croisait avec lui, et pareil, je regardais des cassettes, des trucs, j'ai dit, mais vous êtes des tarés, quoi. Alors, Orlando Viet. Donc, deux rencontres. Parle-nous de ces 2 rencontres. Donc, qu'on parle boxe un petit peu quand même. La première rencontre, Orlando Viet, c'est ma grosse claque, parce que je commence, comme je vous le dis, en 91. Je suis invaincu classe C, classe B, classe A, que des victoires avant la limite, et franchement, je commence à avoir un nom. Après, ensuite, je commence le Muay Thai, je fais champion d'Europe, je fais un match nul contre Jean-Marc Christophe, donc j'ai un seul match nul, et j'arrive championnat d'Europe en kickboxing en 95 au Portugal. Tu sais, un combat vendredi, un combat samedi, un combat dimanche en Waco, là, et pareil, 3 combats, 3 KO, et donc j'étais invaincu, et j'arrive face à Orlando Viet. Et donc j'ai perdu une première fois en kick contre Ziegler, et après je boxais en 12 de 2, 12 rounds de 2,
Ouais. Je me rappelle, il n'y avait pas les round girls. Je demandais à JM, c'est quel round là? Je sais pas. Des fois, l'arbitre, il ne venait pas nous annoncer. JM, c'est Jean-Marie. Box, on verra bien. Ah ouais. Oui, c'est en 12-2. Ouais, 12 rounds de 2 minutes. Oh, j'en ai fait 5 ou 6, des comme ça. C'est long. C'est long. Et donc, je boxe, on est invité à boxer Orlando Viet. Parce que, attends, juste pour préciser, parce que 12 rounds de 2 minutes, pour comparer par exemple à la boxe anglaise, tu as les jambes. Les jambes, ça fatigue. En anglais, c'est sur des rounds de 3. En kick, c'était des rounds de 2, mais il y a 12 rounds quand même. Et tu as 12 rounds et les coups de pied, plus les dangers, donc le stress, tu peux moins te relâcher en boxe pied-point parce que le stress vient de partout. C'était en quoi en plus? C'était en kick. En kickboxing. Tu peux taper dans les jambes et tout. Donc je fais cette première défaite au point. Ensuite, je boxe Orlando Viet. Il était avec Valérie Hénin à l'époque, de Nancy. Et donc, ils organisent dans un grand chapiteau. Boxeuse aussi. Et je vais là-bas et franchement, je gagne. Je gagne. Et ils mettent un quart d'heure à délibérer. Et match nul. Et comme c'est match nul, il conserve son titre. Donc, la deuxième défaite, j'avais bien les boules. Et après, on a organisé à Paris, à Charletti. Et voilà, c'était en plus sur France Supervision, une vieille chaîne télé. Et j'ai refait le match contre lui et j'ai gagné au point. Il est sur internet, le match en mauvaise qualité avec les pixels de l'époque. Mais on fait 5 reprises bien engagées et je suis très technique, je le touche, je sors, je rentre pas dans son jeu de la bagarre, je le contre et je gagne. Et ce qui était fort au premier combat à Nancy, je me rappelle que 3e reprise, je mets un Tekken Croix high kick pleine tête, mais mon pied il explose, je me fais une fracture du pied sur sa tête. Il descend, il fait l'ascenseur. L'arbitre vient pour commencer à le compter, il remonte, il pousse l'arbitre et il me reboxe. Et moi je suis en face. Et des Hollandais, j'en ai rencontré 10, dont Tyrone Spong et d'autres. Oui, Tyrone Spong. Et c'était impressionnant la résistance. Les 12-2 contre Peter Clay, un élève de Kaman. 12 rounds, le mec il perd tous les rounds. Il est en face de toi, il recule pas. Tu l'as boxé Peter Clay aussi, toi? Toi, tu l'as boxé en kick? Je l'ai boxé en kick, moi. Ah, d'accord. Tu l'as pris en taille? Ouais. Donc voilà comment ça se passe avec Viet. Et là, c'est un peu comme Danny qui boxait les tailles, c'est un peu le Graal pour moi. Il n'y avait pas de taille à mon époque. J'avais fait un tournoi, il y avait un taille un petit en surpoids. J'ai battu un Hollandais. Moi, les plus forts en full, sans low kick, c'est les Américains. Les plus forts en Europe, c'est les Hollandais. Et commencer à taper un Hollandais pour une ceinture mondiale, remise par monsieur Jérôme Le Banner en direct à la télé. Avec ma mère devant comme ça, c'était du moins incommensurable, une fierté. C'était un beau souvenir. D'abord, d'un point, justement, tu as parlé de face sombre. Et tout à l'heure, j'ai dit, les sports de combat, c'est spécial. C'est vraiment, c'est super spécial, surtout quand ça passe au niveau professionnel. Parce que vous avez connu en plus une époque où c'était mal payé. Ça l'est toujours en fait, les box pieds-points sont toujours mal payés aujourd'hui. Même le MMA en fait. Ça dépend dans quelle organisation. Je crois que les grosses organisations, ils commencent à prendre, sans comparer avec le MMA. Moi je vous dis clairement, en France, je boxais pour 3 000 €. J'ai fait mon dernier combat en 2011. Et 2 fois dans ma vie, j'ai pris 10 000 €. J'ai pris 4 000, 5 000, chaque combat. C'était 3 000 €. Et tu as boxé, t'as boxé au plus haut niveau. Ouais, voilà. Donc je sais que je me rappelle en 2010-2011, il y avait des classes A en Muay Thai. À l'époque, c'était pas la mode des 3-3, c'était des 5 de 3 qui boxaient pour 600 €, 800 €. Moi, j'avais dit, il faut faire un collectif, un de syndicat des boxeurs, vous mettez tout sur Internet. Le classe A, c'est minimum 2 000 €, quoi. Et personne descend en dessous de ça, il faut que vous respectez, les gars. Et des fois, les mecs, ils ont tellement envie de boxer. Ils y vont pas pour leur chance, c'est parce qu'ils ont envie d'y aller, quoi, tu vois. Je peux les comprendre, mais quelque part, ça les dévalorise, ça casse le business. Et je suis content aujourd'hui de voir qu'à mon époque, moi, je galérais. Et je vois aujourd'hui des sportifs qui arrivent à avoir sponsors, ils vont voir des villes, Mais bravo les gars! Moi j'ai toujours cru que les sponsors allaient venir vers moi. J'ai eu Rumble, quelques partenaires vestimentaires que je remercie, c'était plus de l'accompagnement matériel. Mais aujourd'hui, en pied-point, il y a des boxeurs qui, dans certaines organisations, qui en vivent. Tu vois, c'est déjà une bonne chose. Moi je bossais à côté, et c'était le cas pour beaucoup d'entre nous. Ouais, bien sûr. Bah, toi, Danny, par exemple, quand tu combattais au Lumpini, et que tu prenais des ceintures, c'était payé combien là-bas? Comment ça À l'époque, c'était à peu près en baht. C'était en baht. Moi, j'étais à peu près à 100, 200 000 bahts. Tu vois. Et pour la Thaïlande, c'était bien payé. C'était bien payé, ouais. Ça faisait l'équivalent de combien là-bas à l'époque? À peu près, maintenant c'est en euros, peut-être 3-4 000 €. Tu vois. C'est énorme pour la Thaïlande. Oui, c'est le salaire d'un ministre. C'est ça, moi c'est ce que j'avais vu, effectivement. Parce que les tops, c'était 100 000 bahts en Thaïlande. Les hauts niveaux, ceux qui étaient champions. Je me rappelle, c'était ça.
Ouais. Et bon, nous, on a fait aussi partie du développement de ce sport. Hein. C'est pour ça que moi, je comprends maintenant la nouvelle génération. Maintenant, il y a le One Championship, il y a tout ça. Il y a plein d'organisations où ça va, ils prennent. Voilà, ils prennent maintenant beaucoup. Mais nous, on a vraiment fait partie du développement de ce sport. Parce qu'à l'époque, c'était en développement. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas assez de sponsors, comme on disait, et pas tout ça, parce que ce n'était pas un sport reconnu. Ouais. Et alors, à quoi vous attribuez justement au déclin en France? Donc, il y a eu un âge d'or, donc ça a commencé à passer à la télé. Ouais. Je parlais tout à l'heure TF1, sur Canal+, après CNI, toutes les chaînes Eurosport, sur la chaîne L'équipe. J'ai commenté 3 ans la chaîne L'équipe. On commentait l'Enfusion jusqu'en 2019, je crois 2016 à 2019. On avait 300 000 personnes, on a fait un pic à 500 000. Il y avait vraiment du public. Oui, ça là. Mais moi, je pensais plus aux années, effectivement, c'était quoi 90. Il y a eu un moment, il y a une frénésie. Ça correspond aussi au moment où ça passait sur les chaînes publiques, sur TF1, Canal+, après avec Billetterie qui a voulu à fond investir là-dessus. On en avait parlé justement avec Dida la dernière fois. Donc il y a eu un moment où il commençait à y avoir beaucoup d'argent et puis on a l'impression et toutes les chaînes se tiraient la bourre et puis après, c'est retombé. Moi, j'explique ça par rapport à l'amour de ce sport, par rapport aux promoteurs, ceux qui organisaient, s'ils n'avaient pas d'amour pour ce sport. Ouais. Ils l'ont fait pour leur poche. C'est pour ça que pour moi, ça n'a pas été développé. Parce que comme je vois par exemple Songchai en Thaïlande, ou maintenant il y a l'UFC avec Dana White, c'est quand même des passionnés. Et en France, s'il y aurait vraiment eu des passionnés, ça aurait pris de l'ampleur. Des passionnés aux manettes, si tu veux, tu veux dire aux commandes. Oui, c'est parce qu'il faut aimer. S'il n'y a pas eu d'amour, voilà, ça détruit le sport parce qu'ils venaient juste pour leur poche. Parce que c'est normalement, si tu aimes vraiment ce sport, tu le développes. Il y a des milliers de combattants qui sont là pour combattre. Si tu fais ça intelligemment, ça va durer comme en boxe anglaise. Il y a les Don King, au Barroom, tout ça, ils sont encore là parce que c'est des passionnés. Même s'ils gagnent de l'argent, mais ils en donnent aussi un petit peu aux boxeurs. Mais ils sont encore là depuis plus de 40, 50 ans, ils sont là. C'est pour ça qu'en France, si ça n'a pas été pris, c'est parce qu'ils n'aimaient pas vraiment ça. On parle de ceux qui tenaient la fédération, ils sont là, mais c'est pas des amoureux de ce sport. Ouais, tu as eu aussi les guerres de chapelle. Voilà. Énormément. Il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai. Et est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le fait que, parce que tu as le marché français qui était là, les salles étaient remplies, il y avait un vrai intérêt, les gens s'intéressaient à ça. Mais est-ce qu'il n'a pas manqué un pays aussi derrière ou un vrai business international? C'était le cas avec le MMA par exemple. Derrière le MMA, il y avait l'UFC, il y a eu quelque chose qui s'est fait au niveau du business. Oui, ils ont su joindre justement ce côté marketing, ce côté business au sport, et tu rencontres des passionnés avec des professionnels de l'argent. Et voilà comment ça fonctionne. Gagner de l'argent, on parle aujourd'hui d'éducation financière, de plein de choses comme ça. Je pense que dans les années 90, il n'y avait pas trop cette culture-là. Là, ça m'embête un peu parce que c'est un peu de nostalgie, un peu de tristesse. Parce qu'effectivement, on a eu cette chance. Il y a eu avec Canal+, il y avait des combats. Et moi, sans jeter la pierre à personne, parce qu'on est tous responsables de ce qui s'est passé, de passer à Canal+ et de toucher une prime comme le gymnase d'à côté, et le lundi être obligé d'aller au travail, de ne pas avoir un contrat avec une marque. Je pense qu'à un moment, cette surmonétisation du sport, elle a fait du bien à la boxe, mais je connais énormément de boxeurs. On courait après les promoteurs pour demander nos bourses, et pas un en particulier. Vas-y, je te fais un tarif, vas-y, baisse un peu le prochain. Ils attendaient la billetterie pour faire des sous. Il n'y avait pas ce principe de table, d'aller voir des entreprises. Moi, j'ai vu des fois d'apporter à des organisateurs des enveloppes, des billets que j'avais vendus, plus que ma bourse. Donc vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il n'y avait pas cette éducation financière, il y avait ce copinage, et toi tu peux me faire les affiches. Il y avait vraiment, il manquait la dimension éducation financière. L'argent, c'est comment dire, c'est des méthodes, des recettes. Il y a des gens qui aiment l'argent et qui ont aussi, et l'UFC a su faire ça. Et, en tout cas le MMA. Et donc ça a manqué ça en France. Et il y a un moment aussi, par exemple, moi je me rappelle à la chaîne L'équipe, on passait de l'Enfusion. C'était bien.
C'était du bon classe B, hein, il y avait parfois des classes A, ils achetaient les petits produits, les petits trucs, les infusions. L'infusion, c'était un reality show, hein, c'est voilà. ça. Ouais. Et donc, on commentait et bon, j'arrivais toujours à trouver le positif. Dans la boxe, il se passe toujours quelque chose. Les néophytes, monsieur, madame, qui ne connaît pas, il ne sait pas, lui, si c'est Danny Bill du Hart ou si c'est déclassé. Il voit deux mecs qui se tapent dessus. Chez la ménagère et le français moyen, il se passe quelque chose, tu vois. Donc, on faisait de l'audimat. Et je commence à aller voir la chaîne, ouais, il faudrait qu'on ait peut-être des produits plus avantageux, qu'on ait des trucs, il y a d'autres compétitions, on commentait le combat en Chine, Israël Adesanya combattait là-bas. Il dit, il faudrait des Français, il faudrait les suivre, qu'on fasse des petites interviews. On l'avait fait une fois avec Yohan Lido. En plus, il y a un Français qui avait affronté à l'époque Adesanya. Qui donc C'était, je sais plus, mais c'est un mec qui vient de la boxe française, son nom m'échappe là, je le mettrai peut-être en post-prod. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Falandry, je viens de France. Je suis champion du monde de WKBC de K1 en 2015. Je comptabilise 62 combats, 43 victoires. Et donc, enfin, il y avait des choses, quoi. Il y avait un refus, moi, en tout cas, de ce que j'ai rencontré personnellement, il y avait un refus d'investir dans les combattants. Moi, je disais au promoteur, écoute, je vais me lever, là, je donne mes cours, je travaille en boîte de nuit, je suis fatigué, quoi. Si je gagnais plus, je pourrais mieux m'entraîner, faire que ça, me reposer, faire encore des plus beaux combats. Je sais qu'il y a plein de combats que j'ai fait de travers. C'est pas que le fait qu'on soit dans une suractivité, c'est le fait aussi qu'on s'en dévalorisé. Il y a des mecs qui me disaient, mais un classe 1 en boxe time, 1500 balles, mais c'est ce qu'on prend en McDo. Donc tu vois un peu t'as ta gueule dans les magazines, on te reconnaît dans la rue, mais à la fin du mois, tu galères pour ton loyer. Donc il y avait ça aussi, je pense que ça fait beaucoup de mal à pas mal de boxeurs qui ont été dégoûtés, qui ont arrêté. Et puis je pense que à un moment où ça cartonnait, dans mon expérience personnelle, quand j'ai demandé à ces chaînes d'investir, de suivre, ils remplissaient des grilles, ils remplissaient des cases, et ils n'ont pas voulu donner à ce sport la place qu'il avait, lui donner le professionnalisme tout autour de la visibilité, du marketing, et que le MMA a su faire. Bravo à vous les gars, bravo. C'était un... Ouais, il voulait faire des coups. C'était comme ça, on prend sur un truc, on machin, enfin galala. Du one shot ou c'était pas. Des boxeurs, il y en avait plein. On avait tous soit des petits gars de cité qui voulaient passer à Canal pour 3000 balles. Mais là, ils m'ont dit pour 3000 euros, je boxe mon père, quoi. Tu vois, tu vois véritablement. Il y avait... Et donc, ils avaient ce vivier. Combien de boxeurs ils ont appelé dernière minute, se sont fait masser par des tailles à l'anniversaire du roi. Et les gars y allaient, quoi. Tu vois, c'est. Je pense que ça n'a pas été très respectueux et très. Prolifique pour la pérennité du sport. À l'époque, vous pensiez à... Vous disiez quoi parce qu'à un moment, tout le monde parlait de boxe thaï à un moment. Enfin, quand on parlait de sport, on parlait de Muay Thai, c'était un peu sur toutes les lèvres. Et vous pensiez que ça allait durer, ça? Vous pensiez, quand vous avez vu, vous vous êtes rendu compte que ça s'essoufflait, que ça passait plus à la télé, je sais pas, comment vous aviez vécu ça, vous? Moi, comme je boxais, départ, comme je disais, moi je le faisais pour le plaisir. Ça fait que je me disais pas je vais être champion ou quoi que ce soit. Je me rappelle que Kepchi, c'était lui qui organisait, hein, c'était le meilleur promoteur. Voilà, c'est lui qui organisait. Il était promoteur pour Canal+. C'est ça. Et nous, on disait que c'était les meilleures primes, on va dire, c'était les meilleures diffusions, et on s'est dit bon. On y va parce qu'il y avait. C'est des primes de quel ordre? Oh, je me rappelle. Sois honnête, Dani. Moi, je me rappelle clairement. Franchement, moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, comme on disait, il doit de l'argent à beaucoup de boxeurs, tu vois, parce qu'il en a pris, mais après, comme on disait, et après, il est venu pour faire son business. Après, et c'est en ça, tu vois, vraiment, moi, je ne voudrais pas qu'on mette un nom à cette personne parce que c'est l'histoire ancienne, mais c'est que j'ai vu des sous. J'ai vu les after-parties, l'équipe Canal+, à l'époque les gaffettes, les trucs, les invitations. Énormément. Et les boxeurs n'en avaient pas. Moi, j'ai vu un truc, je sais que ça. Vous me connaissez pour ma positivité, et ça ne veut pas dire que je nie le négatif. J'ai vu Monsieur Alain Zankifo, moi, boxer à Marseille et casser la bouche d'un Espagnol et se qualifier et taper un Grec, le petit Zombidis, là, au début, tu vas lui donner une leçon. Et après ce truc-là, moi je suis avec Stomy, je suis avec un peu les people, j'avais pas boxé, tu vois, et je suis dans un hôtel dans le centre de Marseille, et on est dans un grand restaurant sur le port avec des homards, du champagne, et je dis, il est où mon pote Alain? Il est où? Et j'appelle Alain, et Alain il est dans un Formule 1 à la périphérie de Marseille en train de manger un grec.
Ah ouais. Ce jour-là, j'ai pris la claque de ma vie et j'en frissonne aujourd'hui et je ne retire rien et je ne veux pas accuser une personne en particulier. Mais à un moment, il y a eu un traitement tellement différent quand j'étais. Je dis, waouh, mais vraiment, les boxeurs, on avait une éducation à se faire au niveau de notre respect, au niveau des finances qu'on nous donne, au niveau de notre. Et on ne le faisait pas, on voulait juste boxer et on a accepté les conditions les pires. On en a parlé pour un entraîneur là, qui s'est fait spoiler. Quand tu es trop gentil à un moment, quand tu ne sais pas mettre de limites, il y a des gens qui abuseront de toi. Et je pense qu'il y avait un véritable vivier de bons garçons dans la boxe, de mecs bien, qui avaient des valeurs. Et moi, j'ai des potes qui m'ont dit, Aurel, il doit des sous, l'autre, on va le mettre dans un coffre. Je dis, oh les gars, j'ai fait de la boxe pour pas faire ça. J'ai fait de la boxe pour pas faire ça. Et la boxe maintenant va m'amener à courir après des promoteurs pour aller récupérer mes sous. Donc il y avait, je pense, une déconsidération et ça, comme le disait Dany, quand il y a un désamour, ça fausse tout, quoi. Ou un mal amour, tu vois. Ouais. Et est-ce qu'il n'y avait pas justement comme une importation du système d'esclavagisme, tu vois, de la boxe thaï justement. Est-ce que ça s'est pas fait comme ça en fait? Je sais pas. Est-ce que tu vois, mais tu as l'impression effectivement qu'en France, ça a été décalqué parce que clairement les boxeurs thaï, ils sont depuis tout petit, ils sont dans les camps, ils sont élevés. C'est des sortes d'orphelinats, mais ils sont. Ils travaillent. Tu travailles, mais tu n'as pas de choix en fait. C'est de l'esclavage. Tu dois en plus, tu as été élevé dans ton camp, tu leur dois tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait pour toi. Si on peut mettre peut-être un petit bémol, Fred, c'est que aussi, il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a toujours eu de grande pauvreté en Thaïlande. Et pour certains, le fait d'être boxeur, ça leur permet une éducation, un toit, de la nourriture. Et comme un boxeur m'a dit, moi, très poliment, je ne vais pas finir me casser le dos dans une rizière ou me casser le dos avec une perruque, je ne sais pas où, quoi, tu vois. C'est vrai, ils ont donc véritablement, après, il y a une reconnaissance, il y a un statut, ça nourrit la famille. Je pense que ceux qui ne veulent pas boxer arrêtent, abandonnent, il y a des carrières qui s'arrêtent. Donc il y a ce côté professionnel et il y a cette dimension argent dont toi tu parles bien, dont Skarbowski parle bien aussi, de les frères Bouganem. Et c'est un boulot, quoi. Et je pense que l'exploitation, elle est différente. En Europe, nous, on avait des gamins de quartier qui, d'un coup, pouvaient passer dans la même boîte que Zidane, que Tony Parker, on y va, quoi. Je vous raconte encore. Sans le salaire qui va avec. Voilà, sans le salaire qui va avec, mais je me rappelle, moi, être en voiture comme ça, tu fais salut Duhart, je faisais mon footing. Ça fait quelque chose, je vous le dis, ça paraît peut-être flatteur ou nourrir son ego, mais c'est pas ça. Quand tu as manqué de reconnaissance, quand tu as manqué de marque d'appréciation, quand tu as manqué de valorisation, eh ben, des fois, tu peux te casser les os, tu peux aller boxer, faire des choses pour te sentir reconnu, accepté et aimé. Et c'est en ça qu'il y a un danger, parce que des personnes en ont abusé. Et bravo à tous ces boxeurs qui étaient des passionnés, et on ne le faisait pas pour nos bourses. Moi, ça m'arrivait d'aller à des combats, ils me devaient des sous, et bon, allez, je le fais quand même, et à la fin, il me donnera les 2 bourses. Il ne faut même pas être payé du combat d'avant. Et on y allait quand même. C'est pour te dire qu'on avait faim et qu'on aimait ça, tu vois. Puis il y avait aussi l'honneur. Ça m'est arrivé, moi, une fois qu'ils mettent ma gueule sur une affiche, ils me devaient des sous du combat d'avant. Je dis, mais non, tu ne mets pas ma tête sur une affiche sans me payer ce que tu me dois. Là, si j'y vais pas, on va dire, Duhart, il a fait forfait. Personne ne saura les dessous des cartes, tu vois. Donc je pense qu'il y a eu aussi, peut-être, un manque de sérieux, de professionnalisme, des sortes d'abus qu'on peut retrouver dans l'entreprise. C'est pas propre, il y en a dans le foot avec des zéros en plus, tu vois. Mais nous, on a vécu ça aussi et ça a fait du tort. Et ce qui est génial, c'est que comme Dany aujourd'hui aux États-Unis, je bosse depuis 15 ans, j'ai arrêté mon combat en 2011, mon dernier combat, ça fait longtemps. Partout où je vais, il y a des gens qui me parlent de Duhart Sissoko, Duhart Viet. Je les regarde, des gamins. Ouais, mon père boxait, moi je faisais de la boxe à l'époque. Le nombre de chefs d'entreprise, de patrons, d'auto-entrepreneurs qui, années 90-2000, ont fait de la boxe. Ils sont passés dans un club un an, et ça les a marqués. Et à ce moment-là, ils regardaient les magazines et Canal, donc on les a marqués et ils s'en souviennent encore. Et aujourd'hui, c'est aussi mon étendard, 7 fois champion du monde en conférence, ça pète. Et donc même si ça ne payait pas à l'époque, aujourd'hui, il y a cette reconnaissance. Et ça fait du bien de voir que Internet a pérennisé et ne nous a pas mis aux oubliettes, quoi. La postérité est là. On a fait des choses, les gens s'en souviennent. Ouais, c'est vrai, grâce à Internet. C'est vrai que Internet, ça a joué, ça continue à faire vivre les choses, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, je voudrais de chacun vos 3 meilleurs combats. 3 meilleurs combats pour chacun. Moi, mon premier meilleur combat, c'est le premier combat TF1 en 91. Comme pareil, j'avais remplacé un ami de mon club 4 jours avant. C'est le premier combat à TF1 où j'ai gagné c'était France-Thaïlande. Et c'était un de mes meilleurs souvenirs. Voilà. Et deuxième,
c'est en Thaïlande, comme j'ai fait le premier championnat du monde, l'anniversaire du roi. Ouais. Voilà, comme on m'a appelé dernière minute, je suis arrivé le matin, j'ai gagné le soir. Et le troisième, je dirais, ma déception contre Satmonkol, contre un Thaï que j'ai boxé ici. En France, c'était comme c'était le top à l'époque, j'ai boxé, mais blessé. Ouais. Et j'ai boxé contre lui. Et j'aurais voulu la revanche chez lui, en Thaïlande. Ça s'est pas fait. Ça s'est jamais fait, ouais. Ça s'est pas fait. Et alors pourquoi ça te laisse quoi comme souvenir en fait? Un bon souvenir ou c'est un bon parce que je l'ai rencontré, parce que c'était un combat serré et je savais que si j'étais à 100%, bien pas blessé, je sais que je l'aurais battu. Et comme j'ai perdu de peu, je me suis dit j'aimerais bien le reboxer. Et sinon, voilà, ça s'est pas fait, mais c'est des bons souvenirs. Voilà, c'est les 3 combats que j'ai fait qui m'ont plus marqué. Plus marqué. Ouais. Voilà, c'est ça. Et toi, Aurélien? Merci pour cette question. Et souvent, on la pose et je trouve ça tellement, pas insultant, mais d'oublier, j'ai plus de 120 combats, donc avec tout le respect pour chaque combat. Voilà, rappelez-vous ça, chaque combat, c'est les mêmes intensités, les mêmes peurs, on vit le même cocktail émotionnel, tu vois, mais certains marquent plus. Alors peut-être je vais citer 3 combats. Mon tout premier combat, j'étais pas un bagarreur. J'avais fait 2 bagarres dans ma vie, moi, contrairement à d'autres qui mettaient des balayettes dans la rue. Moi, je me faisais balayer. J'avais jamais fait ce truc-là. Ah, c'est là d'où vient ton art des balayettes. Et donc, mon tout premier combat, donc à Villejuif, championnat de France classé, c'est vraiment particulier. Parce que déjà, j'ai le droit de me battre, tu vois. Je vais me battre. Je suis dans ma ville. On m'a tous connu basketteur. Le gymnase Guy Boniface où je donne des cours est plein. Il y a 1000 personnes. C'est énorme. Tout mon quartier est là. Il y a le 8 mai à Villejuif que je salue, plus d'autres quartiers. Bagarre générale sur le ring, ça se poursuit à coups de hache, la police intervient, ça manque d'être arrêté le gars-là. Donc t'imagines dans le vestiaire, ascenseur émotionnel, tu boxes pas, enfin. Et moi je suis le combat vedette, je suis le but du coup de hache, mais il y avait quoi? Il y avait des Indiens? Une bagarre entre cités, On sortait, est-ce qu'il y avait un truc qui coupe? Ah ouais, les haches d'accord. Des pompiers et tout. Enfin bref. Et ce qui est très fort, donc c'est la première fois que j'ai le droit de me battre pour de vrai, il y a du public, donc tu vois, j'ai pas le droit de perdre, quoi, tu vois. Et le deuxième truc qui m'arrive, c'est qu'il y a les noms des boxeurs, tu sais. Et j'arrive, imaginez, c'était en 91, j'en ai fait des combattants, certains j'ai oublié. S'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Je regarde les noms Duhart, VS, Sébastien Chicois. Et ça me tique. Je connais ce nom. Sébastien Chicois. Et tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, comme à l'école primaire, on faisait l'appel, on disait les noms et les prénoms. Il y a des gens, quand tu dis le prénom, tu les associes au nom de famille, tu vois. Je connais ce mec, je connais. Et bon, bref. Et vraiment, ça me marque, tu vois. On fait le combat, je gagne. Dans la difficulté, je le mets KO au 3e, mais vraiment, je gagne dur. À la fin, je le regarde comme ça. Je lui dis, Sébastien Chicois, ton nom, il me dit quelque chose. Et il me dit, mais toi aussi, tu me dis quelque chose. Je dis, mais moi, j'ai connu un Aurélien Duhart, en 6e, il faisait 1m30. Il se pissait dessus, il était nul et tout le monde le victimisait. Et je lui dis, bah c'est moi. Il était dans ma classe en 6e, en 83, à Athis-Mons, au lycée-collège de la Lande, où j'étais arrivé la première année, je connaissais personne, 1m30 en 6e, et on se retrouve en 91. J'ai pris 25 cm, on se retrouve après sur le ring. Et donc pour moi, symboliquement, c'était moi qui ne m'étais pas battu dans mon enfance, qui refusais certains combats, je m'étais battu, et même en faisant de la boxe m'amène, et je me rappelle qu'à l'époque dans la classe c'était un peu le Duromal, tu vois, et j'avais tapé le Duromal de la classe 15 ans après. Mais symboliquement c'était fort pour moi. Donc il y a ce combat-là, la victoire contre Orlando Viette, parce que là vraiment boxé une pointure mondiale, et cette ceinture remise par Jérôme Le Banner dans le 13e, ça c'est très fort. Et mon dernier combat, parce que en 2010, je tape 2009 KO Clay et je prends KO au premier round. J'avais dit, un boxeur qui n'a jamais été mis KO, ça n'existe pas. J'avais 119 combats, j'avais été compté que 2 fois. C'était ma grande fierté. Qu'est-ce que vous croyez qui m'est arrivé à mon dernier combat, qui était prévu avec KO Clay? Je suis tombé KO. Prophétie autoréalisatrice. Je sais que ça te surprend, mais tout ce que tu dis se réalisera. Et donc ce combat-là m'a traumatisé parce que j'ai pas eu le temps de me battre. Je l'attends sur les jambes, il me touche en point. Derrière, qu'est-ce que je vais faire pour me reposer de KO Clay? Je vais boxer Tyrone Spong. Combien de temps après? 1 an après, je crois. Mais je m'entraînais plus, 20 ans de moins. Qui était en pleine bourre à l'époque. Il était plein de bourre. Que des combats, il tapait tout le monde. D'ailleurs, j'ai tenu 3 rounds contre lui grâce au déplacement et à l'instinct de survie.
Il m'a rentré 3 vertèbres cervicales, il m'a fêlé une côte. C'était une horreur. Franchement, ce combat, je ne sais pas comment j'ai survécu. Men det är bara amatörer och det är systerorganisation till VMC. Det brukar straffa sig. Var nära där. Bara hårda kombinationer. Jag vet ju att de vill ha upp Tyrone Spong i Japan. Det blir en tuff match. Ja, det blir det. Men han har inte riktigt sett sig själv. Väldigt bra. Balansen med Tyrone är bra. Han har full koll på sin motstånd så man kan ta de här slagen. Fint långt vänster kroppslag i magen. Och har man den här bra balansen som Tyrone har, då blir slagen mycket hårdare. Et à la fin du combat, il me soulève, tu vois. Et je lui dis, Tyrone, arrête, ça fait 3 rounds, je fais la danseuse, tu ne me félicites pas pour ça. Il me redescend, il m'a dit, je t'ai vu boxer, j'étais au berceau, il m'a dit, je t'ai vu, et tu sais quoi, ça fait 3 ans, je mets tout le monde KO, il n'y a personne qui tient un round, et toi, tu as tenu 3 rounds. Lucien Carbine, son entraîneur, il l'a pourri. Comment t'as pas réussi à mettre ce vieux KO, quoi, tu vois. Et donc, ça m'avait fait du bien. Et là, je me dis, bon, j'ai pris un KO, là j'ai tourné 3 rounds, j'en fais un dernier où là je me bagarre. Et là j'étais donc à Levallois, en direct pareil sur Eurosport contre Frédéric Belloni. Et on a fait un magnifique dernier combat. C'est là que j'ai rencontré vraiment l'introspection, la préparation mentale, rencontrer mes peurs, me projeter, faire consciemment et structurer tout ce qu'on fait de manière un petit peu hasardeuse, tu vois. Et là j'ai pu faire ce dernier combat à 88 kilos, c'était pas mon poids, je suis redescendu aujourd'hui. Et j'ai réussi à faire un beau combat où on s'est battu, on s'est donné, et j'ai pu raccrocher en disant j'ai fait le taf. Et alors, votre combat à tous les deux, ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous vous êtes rencontrés, c'était… comment c'est arrivé? Parce que la rencontre, elle était… peut-être pas impossible, mais elle était improbable au départ. Oui, pas la même caté déjà. Ah oui, oui. Ben moi, je me rappelle, j'avais arrêté en Thaïlande, dernier combat en 2000, j'avais arrêté. Et pendant 3 ans, je faisais que de la musique, j'étais avec des artistes. Vous avez vu le t-shirt Jam Master Jay, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, ça. Le DJ de Run DMC. Run DMC. Ah oui. Ouais, le groupe… Tu le connais, tu travailles avec lui, non? Non, c'était un groupe qui m'a fait grandir. Oui. C'est grandi avec ces musiques-là. Voilà, mais tu l'as rencontré lui ou pas? Non, j'ai rencontré les autres, mais lui, il était déjà décédé. Il était décédé, d'accord. Voilà. Ça fait que, voilà, comme j'ai grandi avec ces musiques-là, tu vois, aux années 80, c'était, voilà. Alors ça fait que, pour en venir à ta question… Ton dernier combat, ouais, enfin, t'avais… T'avais arrêté depuis 3 ans? Oui, j'avais arrêté en Thaïlande et pendant 3 ans, j'étais à la musique et après, j'ai cherché un challenge. Ouais. Et comme j'avais pris du poids, je me disais, bon, j'ai boxé qui? Je m'ennuyais un peu. Alors, j'étais à 80 et quelques kilos et j'ai dit, il y a qui en France? Il n'y a plus grand monde. Ouais. Et je voulais plus trop perdre de poids. Alors, j'ai pensé à Aurélien. J'ai dit, bon, comme Aurélien, il était au top ces années-là, moi, je me suis dit, bon. Alors, je me rappelle, je crois, j'étais passé te voir, je crois, dans leur salle. On a parlé de ça avec Rachid, avec Rachid de RMB. Ouais. On a dit, bah, comme je m'ennuyais un peu dans la musique, je voulais quelque chose de, tu vois, plus challengeeux. Alors, j'ai proposé, il a dit oui. Alors, j'ai dit, OK, chercher quelque chose, quoi. D'accord. Pour te rebooster, tu voulais relancer… Enfin, est-ce que tu voulais faire un comeback? Tu voulais être avec quel âge à l'époque? 2003. 2003, peut-être 31, 32. Donc tu aurais très bien pu faire un comeback. C'est ça. Alors, ça fait qu'après, on lui a proposé, il a accepté. Et comme moi, je n'étais pas au poids de forme, j'ai dit, on va tenter, tu vois. Et après, voilà, on a fait la promotion. À l'île des Vannes. À l'île des Vannes. C'est le Palais des Sports qui contient 4000 personnes. Non, plus. En vrai, ça prend 8000. Ça prend 8000? Ouais, mais nous, on a fait 6000. C'était impressionnant. Sur le, je sais pas comment on appelle ça. Il y a queue partout. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés, je crois. Il y avait des gens dans les vestiaires. Il y avait des gens dans mon vestiaire. Parce qu'on s'y attendait pas. Il y avait des gens sur le toit. On s'y attendait pas. Tu sais, le catwalk, là, qu'on appelle ça en boxe, l'endroit où on marche pour aller du vestiaire. Il y avait des gens dessus. Tu es passé par-dessus des gens. Regardez bien le combat sur Eurosport, il n'y a pas quand on arrive. Il y avait des gens par terre dans les marches, derrière le rideau, il y avait des gens partout. Ce combat-là, c'était le 93 contre le 94. Ce combat-là, c'était le pur Muay Thai contre l'hybride, kick, Thai, karaté, tu vois. C'était un peu le bad boy, le garçon un peu de quartier contre celui qui a été un peu à la fac. C'était plein de mythes, ce combat, tu vois. Moi, je boxais souvent pour Rachid à l'époque.
Et je faisais souvent le combat vedette à l'île des Vannes. J'ai que des KO et que des victoires là-bas, je crois. Hein. Et là, Rachid me propose le combat et moi, j'ai les yeux pleins d'étoiles, quoi. Parce que Dany, je lui dis encore en face et il le sait, c'est un de mes modèles. Son niveau, sa technique. Moi, j'étais un puncher, j'étais un bosseur. Et j'arrivais pas à retourner des situations, j'avais pas ce truc, je vais pas dire inné parce que ça retirerait son travail, pas du tout. Hein. Il n'y a pas de talent, il y a que du boulot. Hein. Mais sa manière de bosser, c'est… Une petite partie quand même. Parce que… Mettons les choses à plat. Mettons les choses à plat. Parce qu'il y a une virtuosité qui… chacun a son truc. Et chez Dany, il y a une, tu vois, il y a une virtuosité, il y a une… Ce qui est marrant, rythme, danse, tu vois. Ouais, mais tu vois, revenons-en, Fred, ce talent qu'on lui a trouvé sur le ring, à danser, à switcher, à balayer les autres, ça venait du breakdance, qui venait d'avant, Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a des racines dans tout ça, il y a un sens. Mais les racines, il a bougé, le breakdance, il a fait les pas, le foot, il a cavalé. Prenez le temps, s'il vous plaît, juste, c'est pas après toi, mais quand je sous-entends qu'une personne est talentueuse, qu'elle est douée ou qu'elle a du talent, première chose, j'ignore le travail et les heures passées. Et deuxième chose, inconsciemment, j'indique que comme on le dit avec les hauts potentiels, que dans notre monde, il y aurait des gens qui auraient des super capacités et d'autres qui n'en auraient pas. Je refuse de croire ça. Je ne peux pas, ça ne peut pas rentrer dans moi. J'étais fracturé 14 fois, maladie des os de verre, redoublant, pissé au lit, interdit de sport. Et par ma volonté, par l'amour de ce que je fais et par les heures passées dans ma chambre au parc du 8 mai, à cavaler dans tous les clubs, à m'inventer des makiwara avec des annuaires à taper au parc du 8 mai. Oui, mais cette volonté, tu l'as aussi au départ. Tu vois, il y a des gens qui l'ont, t'en as d'autres qui ne l'ont pas. Moi, je pense que quand même, c'est ce qui fait qu'on a une âme aussi, qu'on a une particularité, une identité. Restons précis, c'était sur le fait que voilà, le talent… Le travail, ce côté de génie qu'on voit. Tu penses que tout le monde peut être Baudelaire? Je pense non. Je pense pas que tout le monde peut être Baudelaire. Moi, je pense que tout le monde peut pas être. Il veut tellement pas entendre la réponse qu'il n'arrête pas de parler. Oui, je pense que tout le monde. Je pense que tout le monde a un talent, un don, une appétence. Mais s'il ne l'a pas trouvé, ben jamais ça se développera. Oui, il y a une concordance. Il faut trouver, il faut être… il faut trouver sa voie. C'est la voie du Boudot. Relisez trouve ta voie. Et si tu trouves ta voie, tu excelleras dedans. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes ont été tu n'y arriveras pas, t'es trop petit, t'as pas le bon sexe, tu commences trop tard. Ah mais toi, t'as toujours été nul en tout. On a engrammé en eux des choses et ces gens-là, ils ont un programme de volonté de survivre, travailler, vieillir, souffrir, mourir. On a déconnecté les rêves. Donc on a tous ce feu sacré. Il y a combien de personnes qu'on connaît qui en sont à leur 4e cancer, à leur 10e divorce, à leur énième maladie, et ils sont encore là. Si ces personnes, je sais que ça peut paraître brutal ce que je vais dire, si ces personnes, elles avaient cru en elles, elles avaient mis leur énergie dans leurs rêves, il y a combien de personnes qui sont tellement forts en médecine aujourd'hui, parce que justement ils ont vaincu 4 cancers ou ils ont fait plein, mais quand ils étaient petits, on leur a dit, mais médecine, c'est trop compliqué pour toi. Et aujourd'hui, qu'ils sont malades, ils en connaissent plus que le médecin. Donc le potentiel était bien là au départ, tu vois. D'en savoir plus, c'est un médecin aujourd'hui. Ce que je veux te dire, c'est que voilà, je voulais vraiment mettre cette parenthèse. Le swing qu'il a eu sur le ring, c'est sa vie d'avant qu'il avait créé. J'ai ma fille qui cartonne en anglais. Ah, Iliana, elle est douée en anglais. Je dis, non, elle n'est pas douée. Pendant que vos gamins, ils sont sur les tablettes sur Internet, elle est dans sa chambre avec les paroles des Spice Girls, elle les écrit à la main, elle regarde la cassette et elle répète et elle répète. Et tous les films, on lui met en VO et je lui parle anglais et dès qu'on va à l'étranger, c'est elle qui parle aux gens. Elle parle, donc ça me heurte vraiment parce que au-delà du fait que ça dénigre le travail, ça divise le monde en ceux qui auraient un talent et ceux qui n'en auraient pas et qui seraient faits pour être malheureux, aller à l'usine et vivre une vie par procuration, vivre une vie de déception, de frustration et idolâtrer la vie des autres sur Netflix. Non, mais moi, je pense... c'est en ça que j'étais très précis. Mais moi, je pense qu'effectivement, tu as des gens qui sont doués en certaines choses et qui, effectivement, doivent… De toute façon, regarde, ce n'est pas les gens les plus doués qui vont avoir le plus de… qui vont forcément réussir dans là où ils sont doués parce qu'ils ne seront pas forcément motivés. Ils n'auront pas justement cette volonté-là de faire ça. Alors après… Il y a plein de choses, plein de choses imprédictibles. Il y a des choses qui sont liées effectivement à, même qui remontent avant nous, puisqu'il y a de l'hérédité,
Il y a plein de choses. On a des traumatismes qu'on hérite de nos parents, de générations d'avant. Et on peut en guérir. Oui, bien sûr. Il n'y a pas très longtemps, on a connu la colonisation, on a connu l'exode rural, parce qu'on parle toujours des mêmes qui ont souffert. Le peuple français a souffert bien avant qu'on fasse du mal aux immigrés. On a fait du mal aux Chouans, aux Vendéens, aux Bretons. Donc allez demander aux petits pauvres dans les années 30-40 qu'on a enlevé de la campagne pour mettre dans les usines en France, ils étaient heureux, ils étaient français. Donc je pense que oui, on a des tares, on a des casseroles, on a plein de choses et on a aussi le moyen de s'en sortir. On a aussi le moyen de guérir, le moyen de prendre une autre orientation. On est combien à avoir entendu « ce ne sera pas pour toi les études » et par colère ou par vengeance on l'a fait. Cette meuf-là, tu ne peux pas la serrer. Et on a été là. Donc parfois aussi, des fois, par goût du conflit, par ego, par orgueil, on a été relevé des défis. Et j'ai envie de dire plutôt, et si justement par amour, si on n'attendait pas d'être en galère de 2000 € pour aller les chercher, tu vois, si on n'attendait pas que notre couple bat de l'aile pour réaimer. Donc, comme je te le disais, nous avons tous une appétence, nous avons tous une attraction, on est tous doués, on a tous quelque chose. Mais si tu ne trouves pas ce en quoi c'est fait, eh ben c'est 15% des vies où on survit, on fait ce qu'on peut parce que justement, non seulement on ne nous a pas mis le doigt sur notre talent, mais on nous l'a peut-être même empêché. La confiance, elle a été donnée ou elle a été enlevée. Et on est nombreux, mon travail aujourd'hui de coach et d'entraîneur, dans la boxe, depuis 34 ans que je fais boxer les gens, j'ai des gens qui arrivent comme ça. Ils ne veulent pas apprendre à boxer, ils veulent apprendre à avoir confiance en eux, ils veulent apprendre à savoir dire non, ils veulent apprendre à savoir non pas s'imposer, mais s'affirmer. Savoir partager ces idées qu'ils ont dans la tête et dans le cœur qu'ils n'arrivent pas à dire par honte, par gêne, par peur. Donc, effectivement, des personnes qui, un jour, une information, une rencontre, un moment, ça peut débloquer chez quelqu'un. Mais donc, la chose était déjà là. Comment ça se fait que ça s'est débloqué aujourd'hui? Donc, c'est en ça que je voulais vraiment être précis. Et merci d'accueillir ma grande passion. Parce que pendant 13 piges, j'étais ce gamin-là et qu'on ne disait pas doué. Et j'y ai cru pendant 13 ans. Et j'en connais des gamins aujourd'hui. Attends, pendant 13 ans, c'était des redoublements, c'était le fait de déménager, de ne pas avoir son père, d'être en famille d'accueil. Tu n'as pas de valeur. Tu as des mauvaises notes, on n'a que des problèmes avec toi. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas brillant, tu n'es pas beau. Il y a plein de gamins qui connaissent ça. Et on finit par se créer cette image de vilain petit canard. Et c'est pas OK. Alors, dans les sports de combat, moi j'ai remarqué, en général, en MMA, mais aussi en boxe, il y a un truc avec le père. Tu es d'accord ou pas? Il y a un truc vraiment avec le père. C'est vraiment. Ceux qui vont loin, généralement, il y a un truc, je ne sais pas s'il y a un compte à règle avec le père, s'il y a. Et tu vois, le fait. Le combat, c'est le duel. Donc tu t'affrontes toi, mais tu affrontes aussi quelque part quelqu'un qui va être plus fort que toi. Et qui est plus fort que toi, c'est le père. Bien sûr. Bon, on va remonter avant 2000, qu'on ne se fasse pas attaquer pour sexisme ou je ne sais pas trop quoi. Mais dans la nature, il faut deux énergies pour donner la vie. Il faut du yin et du yang. Je ne dis même pas homme ou femme ou masculin, féminin. Foutez-moi la paix avec ça. Tu vois dans les ampoules que tu vois là, il y a deux énergies. Si tu en enlèves une, ça ne marche pas. Tu vois où ça marche bizarrement. Eh bien, dans nos rôles éducatifs, la mère, pour ceux qui y croient encore, sert à apporter certaines choses. Et le père sert à apporter d'autres choses. C'est complémentaire. Je vais pas avoir peur de mon propos. On dit que la mère, elle t'apporte l'orbe de l'amour. Elle t'a porté, elle t'a protégé, elle t'a nourri, elle t'a allaité, elle te lave. Je dis pas que le père doit pas le faire, mais souvent le père, il était au champ ou à l'usine. Donc, ou à la guerre. Ou à la guerre. Donc la mère t'a donné tout cet amour qui fait que la maison c'est beau, je me sens aimé, c'est propre. Ça te donne la confiance pour aller explorer le monde. Et là, le père va te donner des challenges, des défis. On dit que nos enfants aujourd'hui, ils manquent de persévérance. Ils ne persévèrent pas. Pour qu'un enfant persévère, il faut qu'il ait eu un père persévère. On en parlait tout à l'heure. Donc tout est dans les mots. Donc depuis années 70-80, explosion des noyaux familiaux, multiplication des taux de divorce, école maternelle, école primaire, des femmes. Je ne critique pas, je dis qu'il y a un déséquilibre. Pendant 13 ans, j'étais entouré de ma mère, mes sœurs, les maîtresses, un maître de temps en temps, éducatrice, psychologue. Allez voir le pourcentage de femmes dans l'éducation, elles qui veulent la parité. Je crois que c'est plus de 80%. Donc on comme est… dans la magistrature, c'est pareil. Voilà, les séparations des enfants, génial, mes parents divorcent, exploser les familles, à tout va. Donc on se retrouve avec des petits garçons qui ont beaucoup d'amour féminin, qui des fois sont perdus parce qu'ils ont une mère qui essaie de jouer les bonhommes, et ça c'est elle qui s'abîme en premier. Manque de figure paternelle, manque de figure masculine, pour trouver un défi, les héros,
les acteurs porno, donc, pour cette génération-là, les boxeurs, les combattants. Et un jour, on finit dans une salle de sport parce que, avec tout l'amour que j'ai pour ma mère et pour toutes les femmes, il y a des choses qu'elle ne peut pas m'apprendre. Et avec l'amour que j'ai pour mon père, mon géniteur et tous les hommes que j'ai croisés, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas m'apprendre. Et je crois encore en cette différence. Donc effectivement, beaucoup de gamins qui ont manqué de challenge, de défis, de figure paternelle, d'un homme fort, rassurant, bienveillant, qui te challenge, qui te protège, qui t'instruit, on a été voir, moi Jean-Marie Merchet, toi Omar, ce serait intéressant de demander, et même dans les familles où le père était là, parfois pareil, un père pris par le travail, la charge des impôts, les frais. T'arrives pas à avoir un héros. Ou à l'inverse, trop présent, justement. Ou trop présent, trop étouffant. Un père qui, justement, pour t'émanciper, il faut, dans le complexe d'Oedipe, il faut battre le père, être plus fort que lui. Et quand tu ne veux pas te battre physiquement contre ton père, tu vas te battre contre un autre modèle. Et c'est important de dire à ces familles monoparentales aujourd'hui, mesdames, allez confier vos gamins aussi à des bonhommes. Le féminisme moderne vous a fait croire que le mal, c'est le mal. Non, il y a du mal dans les deux polarités. Dans le patriarcat, il protège aussi. Il crée, il bâtit. Il aime, il va même donner sa vie. C'est quand même les hommes qui meurent sur les champs de bataille, souvent, tu vois. Donc voilà, ce serait bien de remettre un petit peu de dignité et d'égalité dans la considération du rôle important des pères. Et alors, on va revenir, parce que c'est quand même assez énorme. Au départ, on part de votre combat. Mais c'est aussi c'est ta touche, ça, et c'est la touche gong aussi. C'est les chemins de traverse et on éclate dans tous les sens. Alors, c'est toi qui vas chercher Aurélien. Donc, ça c'est. Tu veux un défi. Comment tu veux te. C'est quoi cette idée de challenge? Tu veux relancer ta carrière? Tu cherches quoi là-dedans? C'était un challenge dans le sens, tu sais, des fois, comme tu rentres dans un domaine, moi je rentre dans un domaine musical, le spectacle, et voilà, je me suis dit, c'est pas trop mon monde c'est le sport, c'est plus l'affrontation et se dépasser physiquement, mentalement. Alors je cherchais ça. Alors, je savais qu'avec Aurélien, comme je savais que c'était un guerrier, je me suis dit, avec lui, on va faire un bon combat et ça va me défouler. Voilà, on va faire un combat explosif et ça va me défouler et ça va peut-être me relancer pour mes dernières années. Alors c'est ça que je voulais. Je voulais un challenge vraiment électrique. Tu vois. Voilà, c'était plus ça. Moi, c'est une concert, j'étais super honoré, et vraiment flatté, ravi. Je l'avais vu boxer et donc j'ai dit oui tout de suite. Et je me souviens que pour Dany, j'ai fait une des préparations les pires de ma vie. Ah, je le savais, je savais que chaque coup, elle allait me faire mal. Et quelque part aussi, j'avais cette connaissance, moi qui étais passé de 73 à 76 à 80, j'avais senti un peu une progression différente. Et j'avais senti quand je boxais des 90 qui descendaient, que j'étais pas très à l'aise. Et je me disais, ouais, bon, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est plus le Dany de l'époque de feu, c'est plus celui-là. Attention, il est dangereux quand même, mais je sentais, moi, j'ai du rythme, je boxe tous les 2 mois, je partais vraiment confiant avec un avantage. Et je pense que peut-être le corps l'a dit, que physiquement, c'était trop tôt, quand il y a eu cette fracture. Et avant ça, avant de venir à ça, la première reprise, Dany me touche 3 fois en low kick, en tekra. Il me touche 3 fois. 3 fois au même endroit. Au moment où il me touche, j'ai une décharge électrique. Et on n'a fait qu'un round. J'ai boité pendant 15 jours. Je passe 2 high kicks. Il fait des esquives bien avant que Matrix sorte, je crois. Le genou sauté que je lui fais, on m'avait fait toutes les défenses possibles et inimaginables. Monsieur se baisse, je passe par-dessus. Première fois de ma vie, je saute, il est où? Il a disparu. Non, véritablement, dans ce premier rune, les gens ont voulu en voir plus. Et nous, les premiers, on aurait voulu donner plus de spectacle. Well, Dany Bill. So, you develop skills, and 86 wins, one would assume he has, could become a determining factor. Well, my goodness, we were seeing some action here. Aurélien Duarte in the air. Mais, en tout cas, je ne voudrais pas parler en ton nom, mais je pense que c'est la catégorie de poids, l'absence depuis longtemps, c'est vrai. Ça fait que c'était... Ça a joué. T'as senti où il y avait une blessure avant? Parce que souvent dans une fracture, par exemple, Daniel Voirin,
qui est souvent ici, qu'on soit sur LFE ici. Sa carrière, justement, s'est arrêtée sur une fracture du tibia, lui. D'accord. Et, il m'avait raconté justement qu'il s'était blessé à l'entraînement, qu'il sentait son tibia avant, qu'il y avait quelque chose, donc il était prêt. Je pense qu'il était prêt à céder. Il avait des signes avant-coureurs, lui. Ouais, il avait des signes avant-coureurs. Toi, t'en avais aucun? Non, moi, j'avais aucun. C'était juste, voilà, c'était comme je disais, moi, je pense que c'était la prise de poids aussi. Et le corps, il n'était pas prêt à combattre vraiment à ce poids-là. Parce que c'est vrai qu'il faut s'habituer à combattre à un poids qui n'est pas le tien. Il faut vraiment, à l'entraînement, se donner à fond. Et voilà, je n'ai pas forcé à ce poids-là. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas au top à ce point-là, ça fait que ça a cassé. Ça a cassé, ouais. C'est au deuxième round, c'est ça? Deuxième round, Deuxième round. Ouais. And the man in front of you. Well, these two fighters, well aware of that. Having 90-odd fights to their credit. And a huge majority of victories. So, Danny Bill. Danny, il met un premier low kick que je bloque, je crois. Déjà, la Strat fait un petit bruit un peu bizarre. Je pense que la fracture, elle a lieu à ce moment-là. La deuxième, Ensuite, il repose le pied. Et poc. La fracture est alignée quand il repose le pied. J'ai un médecin qui m'a expliqué. J'ai fait une séance de psy après ça. Ah oui, j'étais au bord du ring et on s'aime, putain, on s'aime, putain. On est là pour se boxer, mais moi, le dernier mot que je dis avant d'entrer dans le ring, c'est s'il te plaît, qu'aucun de nous deux soit blessé et qu'on rentre chez nous et qu'on prenne nos enfants dans nos bras, tu vois. Et depuis tout le début, j'ai pas envie de blesser ce mec, je peux avoir envie de le mettre KO, je peux avoir envie s'il a trop parlé. On avait fait un peu trash talking, tu te souviens? Je voudrais retrouver les punch bags ou les karatés. Je t'avais vu et d'un commun accord, on s'était dit viens, on se chauffe un peu. Et t'avais dit du Hart, il a pas de puissance, il fait que des crochets larges. Moi j'avais dit je suis pas un petit taille de 65 kilos. On s'était chauffé dans la presse papier. Ouais, ça fait que voilà, le corps il n'a pas suivi, mais moi je m'attendais à démarrer à partir du troisième round. C'est pour ça qu'au début. À la taille. Voilà. Mais ça c'est un truc de fou. Je disais, je vais accélérer. Moi dans ma tête la stratégie c'est qu'il marche plus. Je me suis dit, faut pas qu'il marche. Tu vois. Et voilà quoi, ça fait que. Il a eu du mal déjà pendant 2 semaines. Je veux dire, 3, j'en prends 3. C'est pas possible. Et je le sens sur le coup, souvent à chaud, tu sens pas, tu vois. Et ce qui est énervant, c'est que j'ai pris les shoots des Hollandais là, avec décalage, appui sur la jambe, passe la hanche. Non, pim, comme ça, tu sais. Véritablement, c'était. Ah ouais, franchement, voilà, c'était un plaisir de rencontrer quelqu'un comme lui qui était déjà au top et moi je revenais quoi, tu vois. Parce que moi j'étais au top au début 90 et après je me suis dit allez, il faut un challenge. Qui est à mon niveau. Alors voilà, ça fait que j'ai essayé mais ça s'est mal passé. Et t'as reboxé après derrière, t'as refait des combats. Ah oui, après j'ai perdu le poids. 2003 le match, après 2005, je suis descendu à 75 kilos et j'ai reboxé un truc qui s'appelait la Super League. Oui, je me souviens, voilà. J'étais là-bas aussi. Voilà, j'ai descendu, après je voulais descendre à 72 et j'ai fait peut-être 2 ou 3 matchs pour la Super League. Voilà, ça s'est bien passé. Et après, c'était un peu compliqué de rencontrer d'autres adversaires. Après, j'ai dit, bon, je vais arrêter parce que c'est compliqué. Lui aussi aura marqué son époque. Eh bien, Danny Bill, c'est ça aussi, quoi. Il est de cette veine-là. Et donc, est-ce qu'il arrive à déclencher, Danny? Certainement plus comme avant. On va voir. Encore que. C'est lourd, de toute façon. Le problème du pied-point, c'est que ça frappe de partout, ça tombe de partout. Le physique, plus dans sa filière à lui, dans son style à lui. C'est lourd quand même encore les points. Non, arriver à faire le combat et trouver la solution face à Danny Bill, il y a une marge quand même. Hop. Ouais, mais ça a été esquivé là. Il a compris, ça y est, il boxe à distance, Hicham. Bah oui, fatigué là. C'est normal quoi. Et donc la victoire sans problème, évidemment. La victoire d'Hicham El Ghaouhi face à Danny Bill. Mais franchement, Jean-Paul, on tenait à vous montrer ce combat. Danny Bill, c'est peut-être une des dernières fois qu'on le verra sur un ring. Et ça a été un tel champion qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. T'as lâché définitivement. Et t'as reboxé
Où tu as pu refaire du sport combien de temps après cette fracture? C'est une fracture du tibia, c'est coton. 2 ans. Ouais. Ouais, 2 ans. Ça, ouais, 2 ans. Ouais. Et, 1 an de béquille. Ouais. 1 an de béquille. Ouais. Ouais. Dans quel état t'étais pendant ce temps justement où parce que c'est une des pires blessures qu'on puisse imaginer Ouais, en Muay Thai. C'est vrai. Sachant que j'ai appris à des low kicks, enfin c'est vrai. Il y a tout un truc derrière. Moi, ce qui m'a fait, je me suis dit comment ça se fait que j'ai eu ça. Je me suis toujours posé la question. Alors qu'avant je boxais des tailles, tout ça. Ouais. Je me suis dit c'est bizarre, pourquoi ça m'est arrivé. Après bon, j'ai cherché à comprendre avec les médecins. Ils m'ont dit c'est le poids, le manque de calcium, toutes ces choses-là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas frappé aussi fort. Et voilà, mais je me suis dit non, il ne faut pas que je m'arrête ma carrière comme ça. Il faut que je revienne. Je ne peux pas finir ma carrière comme ça, quoi. Ouais. C'était ça. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la boxe thaï? Alors aujourd'hui, il y a toujours du Muay Thai. Après maintenant, même en Thaïlande, on a parlé un petit peu tout à l'heure, enfin tu as parlé du One par exemple, One Championship en Thaïlande, qui fait un peu la loi, au Lumpini, enfin ils ont pris place au Lumpini, le Lumpini a changé d'ailleurs, c'est plus le Lumpini où tu combattais, ça a été détruit, reconstruit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en Thaïlande, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que la boxe thaï est en train de crever? Clairement, pour dire les choses. Est-ce que c'est à l'agonie? Est-ce que, puisque le Muay Thai, on va mettre des guillemets, qui existe au One justement, donc au Lumpini, c'est avec des petits gants de MMA, bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi, je ne comprends pas le... Est-ce que c'est encore du Muay Thai? C'est sur 3 rounds, donc plus sur 5. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même il suffit de voir les combats, c'est surtout de la boxe anglaise. Pour moi, c'est très bourrin. Est-ce qu'une page se tourne? Comment vous voyez ça, vous? Pour moi, une page se tourne parce qu'aujourd'hui, les Thaïs, celui-là qui organise, il a créé un nouveau concept pour les étrangers aussi, parce qu'il a voulu attirer un nouveau public. Et voilà, il sait que le MMA, ça prend de l'ampleur. Et lui, il s'est ouvert pour que ça attire le tourisme. Et maintenant, le but, c'est qu'en Muay Thai, c'est qu'il y a des KO. Il veut de l'audimat aussi. C'est le plus gros spectacle, c'est le KO. Il dit au boxeur, celui qui met KO, il a une prime. S'il n'y a pas de KO, c'est rare d'avoir la prime. Et maintenant, c'est l'un des plus gros spectacles en Thaïlande, c'est avoir cette prime. Et lui, il a misé sur ça parce qu'il sait que ça va attirer l'audimat sur Internet. Et il a aussi les sponsors. Il a aussi beaucoup de sponsors qui ont investi dans... Monster. Voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, le but de beaucoup de boxeurs, c'est de mettre KO. C'est plus la culture comme à l'époque. Dans son événement, il y a toujours les galas en Thaïlande, mais maintenant, la plupart des boxeurs, ils veulent participer à ça parce qu'ils vont gagner quelque chose qu'ils ne vont jamais avoir ailleurs. Et c'est le but principal, c'est le faire, ce tournoi-là. Tu vois. Et donc, on est d'accord, c'est plus... Est-ce que pour vous, c'est encore du Muay Thai? Je voudrais dire moi qu'effectivement il y a une page qui se tourne, il y a la modernité, l'évolution. Quand le MMA est arrivé, on a dit c'est fini avec la boxe thaï. Quand la boxe thaï est arrivée, le karaté avait peur. La Fédération française de kick, de savate, écrivait des lettres, se faisait des guerres. On a connu cette époque-là et on l'a traversée. Donc, je crois pertinemment que oui, le Muay Thai, la version moderne a amené le grand public. Les petits gants, beaucoup de KO, a surtout permis à des boxeurs thaï d'être payés comme jamais n'avaient été payés auparavant. A mis la Thaïlande vraiment au niveau du grand public avec les pratiquants avant qu'ils connaissaient. Et en même temps, je suis persuadé qu'il reste des petits camps avec des Thaïs puristes qui ne parlent pas anglais, où tu vas dormir pas sur une bâche désaffectée où il y a plus d'Hollandais, d'Australiens et d'Allemands que de Thaïs. Donc il y a ce côté puriste. Rappelez-vous,
tu trouveras ce que tu cherches. Et que pour le one existe, pour qu'il y ait du mouet moderne, il faut qu'il y ait une racine, il faut qu'il y ait une source. Et ça ne mourra jamais. C'est là depuis combien de millénaires. Il y a le mouet boran, il y a tout ce qu'on ne voit pas. On passe des prajit maintenant dans les clubs, on apprend les techniques en taille depuis une quinzaine d'années. La fédération a mis ça. Là, je crois que la fédération organise un gros truc là, avec Boaka ou Jimmy Vienno là, à Nières bientôt au mois d'août. Il y a toutes les formes traditionnelles, les formes avec armes. Il y a des choses qui ne peuvent pas mourir. Regardez la bonne musique. Des années 70, 80 ou même avant, où on en entend encore, tu vois, elle est encore là. Oui, mais il n'y a plus la nouvelle, il n'y a plus la relève. Le problème, c'est qu'effectivement, pour moi, ça reste, mais ça reste l'état plus de lettres mortes, de langue morte. Il y a encore des camps traditionnels comme ça. Moi, oui, il y en a. Il y en a, mais moins. Déjà, tu as moins de boxeurs aussi. C'est vrai que, apparemment, le niveau de vie de la Thaïlande s'élève. Et qu'effectivement, il y a moins de. Les gens vont moins naturellement vers la boxe. C'est vrai. S'il y a d'autres moyens de se sortir et d'avoir gagné du dans sa vie sans prendre des coups, je les comprends. Vous êtes nostalgique ou pas parfois de cette période, en fait, sachant que c'est une période, je ne sais pas si. c'est pas que la boxe thaï, en fait. C'est même, tu regardes. Le cinéma, il s'est passé quelque chose dans les années 80-90, même le cinéma, la musique. Tout va plus vite aujourd'hui. C'est accéléré, mais il y a en même temps, quand tu creuses, il y a moins de choses importantes qui se passent. C'est vrai. Non. On peut pas se dépêcher de faire les choses bien, on peut pas se dépêcher d'aller en profondeur. Tout ce qui est fait dans la précipitation, dans le rapide, ces combats de 3-3, on peut pas monter une stratégie, ces carrières super courtes, Je pense que c'est l'inconvénient de la précipitation. C'est que forcément, elle monte en intensité, mais elle est au détriment d'autre chose. Tu peux plus avoir de combattants fimeux comme Dany. Peut-être dans les championnats en Thaïlande, la TD7. En France, tu parles, ou en Europe Non, avec les petits gants. Ah, ouais, parce que là, si on parle du One Championship, ils s'en foutent maintenant. Parce que j'ai vu, de la bagarre j'ai vu des techniciens, Thaï par exemple, se faire mettre KO. Alors qu'eux, ils ne sont pas punchers, ils sont techniciens. Mais on les a mis dedans et ils n'ont pas tenu. Parce que le but, c'était de mettre KO. Et voilà, ça fait que maintenant, le but, par exemple, si on parle One Championship, c'est celui qui veut rentrer dedans, il veut des primes. Tu vois, c'est plus la culture pure Muay Thai comme avant. Tu vois, moi, je le vois, comme je regarde les combats. Et puis, il y avait une question aussi d'ambiance et de... Les paris, par exemple, les paris, c'était fait en direct, c'était fait directement, c'est des paris traditionnels. Maintenant, au One, tu as des paris toujours. Ah ouais. Mais sur smartphone et sur leur application, One. Ah, ouais, bah tu vois. Donc, avant, il y avait des signes, c'est limite les liasses de billets qui bougeaient comme ça. Donc il y avait une frénésie, ça tourne autour de ça, chose. Tout le public, c'était des parieurs. C'était quelques touristes qui venaient, mais... qui rajoutaient de l'ambiance, de la frénésie, mais de l'humain. Voilà, c'est vrai, ça a changé, mais ça existe toujours dans d'autres stadiums. Ça, mais maintenant, le grand public, c'est le one. C'est plus comme à l'époque. Mais bon, au moins, il a sorti beaucoup de boxeurs de la rue, il les a sortis. C'est aussi une bonne chose, ça. Ce qu'il fait là. Par contre, tu as plus d'accidents aussi. Tu as plus d'accidents? De fractures. Ah oui, sur ça, peut-être, je sais pas. Fracture des mains, mais je pense que des doigts. Avec les petits gants, moi j'ai laissé une phalange. Oui, c'est vrai que toi, tu as combattu avec les. Shidokan, à Chicago, on combattait avec du 4 onces. Et Golden Trophy, c'était aussi avec des espèces de gants Adidas un peu grand bourrés. À Chicago, c'était avec du 4 onces et j'ai laissé une phalange. Et... Un métacarpien, pas une phalange, mais carrément. Et alors, aujourd'hui, donc il y a le One, évidemment, quand tu es en Asie du Sud-Est. Après, quand tu es en France, aux États-Unis ou une grande partie du monde, c'est l'UFC. Comment vous voyez ça, vous Est-ce que vous regardez déjà? Est-ce que vous consommez de l'UFC? Pas trop, pas trop. Franchement, je regarde pas trop. Et, pourquoi? Parce que moi, je suis toujours passionné de Muay Thai. Je regarde rarement maintenant le Muay Thai, mais le MMA, ça me gêne de le dire pour les passionnés. Mais franchement, moi, je ne peux pas déjà en faire, rester par terre avec un mec qui pue des pieds ou qui sont mauvais. Façon de parler. Moi, je me vois, tu me colles, il me balaye, tu vois. Pour que ça continue, tu me colles encore, ça s'arrête pas. Non, moi, je me vois pas avec un mec en plein de sueur et non, il a ses pieds sur moi. Non. Je me suis jamais... Dany, c'est un touriste. Voilà, je préfère rester debout
À distance. Voilà, à distance. Ah là là. Tu ne me colles pas trop par. Non, ça fait que voilà, je suis pas trop. Je regarde, mais rarement. Ouais. Franchement, certains combattants peut-être, style Adesanya, où ils vont plus te parler. Par exemple, voilà, parce que lui, il vient du pied-point. J'aime bien son style. Il y a John Jones aussi, je regardais avant. Voilà, c'est des boxeurs qui font un peu la différence par rapport aux autres. Ils sont là, ils essaient de faire des nouvelles techniques que rarement les autres font. Ça m'impressionne plus ça que rester par terre. Voilà, comme j'étais aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit viens, on va voir des galas. Moi, j'ai dit non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Rester voir des mecs par terre. Voilà, après, c'est chacun se fait plaisir dans sa passion. Moi, Denis, c'est un vrai puriste. Je préfère rester dans. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est la pure Muay Thai. C'est pour ça que j'aimais la technique. Parce que je me focalisais sur ça. On va dire, faire quelque chose qui est différent des autres par rapport à ce que je voyais aux années 80. Parce que je regardais par exemple beaucoup de boxeurs occidentaux et boxer, je ne me faisais pas rêver. Alors je disais, bon, en allant en Thaïlande, j'ai vu des choses différentes et je me suis dit, je vais créer mon style. Alors je me suis mis dans la balayette par exemple, c'était mon style. Pourquoi? Parce que comme on le faisait beaucoup dans le quartier où j'ai grandi, dans la rue, façon de parler, je me suis dit, je vais faire ça. Ça sera comme une signature. Alors je l'ai fait pendant le combat et j'ai vu que ça passait. Alors j'ai dit, voilà, je vais créer quelque chose à moi, quoi. Tu vois. Est-ce que justement, cet aspect danse, cet aspect, l'importance du rythme, justement, c'est quelque chose qu'on peut avoir justement en boxe thaï, le vrai Muay Thai, et qu'on a moins justement, avec le MMA par exemple, tu l'as quasiment plus ça, à part des gens qui, comme justement Anderson Silva ou Adesanya, justement, qui lui aussi d'ailleurs est danseur. Styliste du côté. Ouais. Ce côté styliste, justement. Je disais ça tout à l'heure, je disais que c'était rationnel, le MMA, c'est de la pure efficacité. Alors que dans le Muay Thai, il n'y a pas que ça. Justement, il y a les paris déjà qui peuvent influencer. Tu as la danse ou tu as la musique pendant justement le combat. Tu as tout cet aspect-là artistique qui est plus du domaine de l'art. Que du pur sport en fait. Exactement. Ça va avec, c'est indissociable. Quand les combattants, les rythmes n'ont pas été inventés par hasard. Nous, on écoute de la musique pour se divertir. La musique, il y a 3 rythmes basiques et les rythmes sont pour annoncer des bonnes nouvelles, annoncer des mauvaises nouvelles. Et le troisième pour rassembler les gens et ensuite pour annoncer le type de nouvelles. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux messages et aux musiques qu'on écoute. Mais ouais, ce côté. Regardez, ça fait combien d'années qu'on en parle, c'est encore là. Et la fédération défend ça. Il y a des musiciens, il y a des groupes là, qui jouent en live au pied des rings. J'ai lâché un peu la boxe, moi, je regarde pas la télé depuis longtemps, et donc je regarde un peu sur internet les combats dont on parlait le plus. Après j'ai commencé à présenter des galas, donc forcément j'étais au pied du ring, j'ai commenté aussi, là je vais régulièrement à des galas, et oui il y a encore des galas, ça sent le Namamoué, il y a les Mong Kong, il y a le Waikru, il y a la musique, il y a des démonstrations de Muay Boran, les gens vendent leurs sandwichs, il y a les associations, ça ne mourra pas, c'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'elle dépérit, c'est souvent, c'est la loi des vases communicants, on met tellement en avant la MMA, la modernité, le Muay Thai petit gant, qu'on oublie que le reste continue à perdurer. Et peut-être même que ces modes-là de moderniser des vieilles choses, elles ne dureront pas, alors que les méthodes ancestrales resteront là toujours. Il faut des puristes pour faire de la modernité. Pour aller sur une autre planète, là, il faut prendre appui d'ici. Il faut s'appuyer d'où on est pour être loin, pour aller loin. Donc moi, je suis persuadé que ça dure. Et puis je le vois. Je le vois dans les petits galas dans les petits galas de quartier. Je ne connais pas la Thaïlande, mais je regarde sur la télé des fois aussi, et je vois encore les cérémonies, les musiciens, et ça perdure, il y a encore du public pour ça. Mais c'est vrai que le grand public habitué au chaos rapide, au sang qui gicle, à ces cultes de démolition de l'autre, je comprends que ça fonctionne bien. Est-ce que quelque part le Muay Thai était fait pour les Thaïlandais et pas forcément pour le monde en fait? Qu'il a trouvé son public en France. Et encore, est-ce que le Muay Thai français, c'était du Muay Thai... il n'y avait pas l'aspect Paris, justement. Non. C'était pas vraiment... Parce que c'est interdit par la loi. Oui. Ouais, c'était pour ça. Mais oui, le Muay Thai, je ne sais pas pourquoi tu te poses la question. On a vu des camps de Muay au fin fond de la Sicile, en Italie, en Grèce. Moi, j'étais dans les pays de l'Est, des camps, des entraînements. Il
Ouais, la Thaïlande l'a bien vendu. Puis il y a cette vague moderne là. Mais effectivement, il y a du muay partout. Dany, toi, tu vas en Amérique, tu peux nous en parler dans des États. Oui, c'est vrai que bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas compris vraiment la pure Muay Thai. Ouais. C'est pour ça que déjà ils font 3 rounds. Il y a le K1 maintenant. Ouais. Le K1 aussi, moi je me rappelle, c'est les Japonais qui l'ont inventé. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à battre les Thaïs. Parce qu'ils ne comprenaient pas la vraie technique déjà. Alors ils ont enlevé des règles, je me rappelle, parce qu'ils ont voulu que Masato gagne, un ancien combattant là-bas, qui gagne contre Boakrao. Ouais. Et ils ont fait cette règle, cette K1, ils l'ont fait pour battre les Thaïs. Ouais. Et les Hollandais, pareil, ils ne comprenaient pas la pure Muay Thai, parce qu'il n'y avait pas de combattants qui arrivaient vraiment à les battre, à part s'ils ne mettaient pas KO en anglaise, ils n'arrivaient pas vraiment à les battre. Ouais. Ils ne pouvaient pas les battre. Alors, beaucoup d'Européens ne comprenaient pas cette vraie science. Alors, ils ont mis le K1. Ça a arrangé beaucoup de pays, le K1. Et maintenant, il y a beaucoup de pays, encore comme je disais, comme aux États-Unis, ils ont du mal aussi à le comprendre depuis des années. Parce que financièrement, eux, ils avaient les moyens, mais ils ne comprenaient pas la pure Muay Thai. Même les Thaïs, ils étaient là-bas, même eux me le disaient, ils me disaient rencontrer des gens qui comprennent la pure Muay Thai, c'est dur. Ils préfèrent regarder la boxe américaine, parce qu'ils ne comprenaient pas. Alors, la France, moi, je me rappelle, il y en avait peut-être même pas 5 qui boxaient vraiment à la taille en France, tu vois. Et ça fait que aujourd'hui, tu peux nous dire qui tu voyais justement comme ça? Les plus techniciens que je voyais, moi, à l'époque, il y avait Guillaume Kerner, par exemple, il y avait Scalp, un ancien boxeur, et il y avait Joss, je ne sais pas si tu as connu, Joss, il était à Villiers-le-Bel. Ouais. Il était avec Nambo. Nambo, c'était deux clubs, le premier club au Dida, il venait de Villiers-le-Bel. Tu vois, ils n'étaient pas beaucoup à avoir compris cette science. Tu vois. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui parlent de Muay Thai, mais ils ne comprennent pas le pur Muay Thai. Tu vois, souvent, quand tu as dit ça, tu avais un accent thaïlandais. T'as vu? Ah, je connais ça. Je ne sais pas. Les années passées là-bas. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de sports qui se développent. Comme les Américains, ils ont mis le MMA, tout ça. Parce que c'est plus simple pour eux que comme les Hollandais. C'est plus en lien avec leur culture aussi portée sur la lutte, où la lutte est très très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur le sol. La savate vous a jamais intéressé, la boxe française, je veux dire, parce que moi je pense que quelque part, pourquoi tu vois justement les subtilités du Muay Thai ont pu percer en France, c'est qu'en France, tu as une culture justement de la boxe pied-point, la boxe française, la savate, il y a un truc, et tu regardes, ça a mal évolué sur plein de choses, mais il y a une finesse aussi là-dedans à ce niveau-là. C'est quoi ta question et savoir, est-ce que justement le Muay Thai a pris en France comme ça, et toutes les subtilités, toutes les finesses, parce qu'en France, tu as eu un socle, qui est, tu vois… karaté, boxe française, l'âme, justement, il y a une âme, il y a l'âme de la savate en France, quoi, quelque part. Ouais. Bah, c'est un pays chevaleresque, la France. Oui, on a tendance à l'oublier. Avant, en France, jusqu'il n'y a pas très longtemps, regardez, je crois que c'était… je ne suis pas sûr si c'est pas Raymond Barre ou non, c'est pas Raymond Barre. C'est le dernier de Charles Pasqua, le dernier défi. C'était Debré, je crois. C'est Debré ou Pasqua? Non, c'est Debré. C'est Debré. Le dernier. Quand quelqu'un te manquait de respect en public, tu demandais un duel, on se retrouvait. Et ça, bien avant la violence des quartiers, la violence des banlieues et tout ça, se tirer dessus au piste. Il y avait ce côté chevaleresque. La culture du duel, effectivement, tu avais ça en France. Culture du duel, la canne de combat, la savate, qui existait depuis des temps très, très remontés. Donc il y a cette culture dans les écoles. La savate, ils n'ont pas parlé d'eux pendant longtemps, mais ils sont dans toutes les écoles. Il y a beaucoup d'athlètes. Moi, je me suis questionné un moment. Parce qu'ils avaient le statut sportif de haut niveau. Il y avait Eddy Saban, tu te souviens, il était parti en savate. Il y a d'autres boxeurs de pied-point qui étaient partis. Alain Zankifo, dont tu as lui venait de la savate à la base. Donc regardez, aujourd'hui, il y a la savate pro. Le champion du One, c'est Alexis Nicolas. Il vient de la savate. Il a été durcir son style chez les Mamoudi. J'ai commenté quelques galades de savate pro aussi. Ils ont su se moderniser. La savate, c'est une super école. La seule chose qui les différencie, c'est les chaussures. Mais déplacement, cadrage. On dit qu'un boxeur qui vient de savate, tu peux tout lui apprendre. Moi, il y a des trucs quand j'étais voir avec Alain Zankifo en 2000, quand j'ai quitté Jean-Marie Merchet, qui m'avait appris certaines choses du Muay, sur la boxe, le cadrage, la préparation d'attaque,
les feintes. C'est énorme, quoi. J'en bafouille tellement j'avais tout à apprendre. Donc ce sport, non, il n'est pas oublié. Souvenez-vous, il y a ceux dont on parle fort à la télé, puis il y a ceux qui sont là, qui forment des gamins. Il y a les gants blancs, les gants machins. Il y a beaucoup de galas tous les week-ends. Ils en ont même été diffusés, je crois, sur Fight Nation ou d'autres chaînes. Ça continue. Donc je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter et ça continuera à perdurer. La savate, je pense que c'était trop restrictif, peut-être au niveau de la tenue, c'était pas très sexy. Et puis le fait qu'il fallait armer les touches, qu'il fallait avoir des chaussures. On a parlé de ça tout à l'heure, mais c'est des questions de fédération, des gens qui n'aiment pas vraiment, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, l'amour, ils n'ont pas l'amour justement de cet art. Et du coup, ils le déforment. Ils ont une idée en plus, ils ont une idée préconçue, tu vois, et c'est une question utilitariste pour eux. Plus pour des questions. La savate, ils le préservent. Il y a toujours les championnats de France de boxe française et tu as maintenant la savate. Mais tu as des gens qui font le taf sur la base, tu l'as dit à la base, sur le terrain. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça survit. Et d'accord. Et écoutez, je vais vous relâcher parce que ça fait. On était détenus là presque, parce que ça fait presque 3 heures de. C'est une prise d'otage presque. Je sais pas, tu voulais. Actuellement, vous avez. Toi, tu as de l'actualité radio, on te voit, t'es pas mal. La radio, c'est une fois par semaine. Ma véritable actualité, c'est les coachings, notamment avec la prison de Bois d'Arcy, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Et je salue tous les détenus que j'accompagne et aussi tous les personnels qui rendent ça possible. Merci au ministère de la Justice qui s'ouvre et qui fait appel à d'autres méthodes pour préparer la sortie. Parce que ces gens-là vont sortir. Et donc, c'est mieux de les préparer. Donc, je suis très content de ça. À côté de ça, j'ai les cours à Châtillon le mardi et le jeudi. J'entame ma 25e année à Châtillon, au Châtillon Boxing Club. On rajoute du MMA cette année, on s'y est mis enfin. À la Courneuve, à la Défense, à On Air, les lundis et vendredis, en cours Muay Thai et confiance en soi. Et à côté de ça, beaucoup d'interventions dans les entreprises, les écoles, tout ce qui tourne autour du savoir-être, de la confiance en soi, tout ce que j'ai mis 45 ans à apprendre. On attend trop tard parfois pour aller me questionner en profondeur. J'accompagne les individus et les équipes à mieux se connaître et avancer dans cette vie plus facilement. C'est très global. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les réseaux sociaux et il y a moyen de prendre rendez-vous avec moi. D'accord. Et toi, Denis, alors qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment, toi? Moi, en ce moment, je suis beaucoup en Afrique. Je suis retourné à mes racines, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes que j'ai vus grandir, qui avaient le rêve de venir ici. Et beaucoup sont partis, l'histoire de prendre le bateau, essayer de venir en Europe. Ça fait que pendant le Covid, et même avant, j'avais déjà eu l'idée d'aller retourner aider les jeunes à avoir au moins une porte de sortie. C'est-à-dire, moi, je connais bien la Muay Thai, par exemple. J'ai voulu leur faire, leur donner cette chance de s'entraîner pour qu'ils aient une porte de sortie. Parce que c'est un peu compliqué pour beaucoup de jeunes là-bas. Alors voilà, ça fait que j'ai monté une petite école là-bas et le but c'est que ces jeunes-là ils s'en sortent dans le sport. Là j'en ai envoyé un par exemple au Cambodge là, il y a 6 mois, il est resté combattre là-bas. Il a réussi à avoir la chance de faire les championnats du monde au Cambodge. Là à la fin de cette année, il va faire les championnats du monde. C'est quoi ça en Muay Thai? Non, Khmer. D'accord. Boxe Khmer. Boxe Khmer. Mais c'est comme le Muay Thai. Khmer. Voilà, Khmer. Et là, il a sa chance, là, de fin d'année. Et voilà, le but, c'est que... Il s'appelle comment? Je peux donner son nom. Eric Mbek. D'accord. Ça fait que lui, comme d'autres, là, il est en train de montrer aux autres jeunes que... Donne l'exemple. C'est un exemple, voilà. Et ça fait que je suis beaucoup en Afrique de l'Ouest. D'accord. Afrique de l'Ouest. On peut dire où ça, donc au Cameroun? Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire. Beaucoup donc tu as plusieurs écoles en fait. Je suis en train d'essayer de faire des écoles pour que les jeunes aient la chance de s'en sortir dans le sport, ceux qui veulent. Après à côté, on leur donne cette chance. On a monté une ligue là il n'y a pas longtemps, une ligue africaine de Muay Thai. C'est la première qu'on a montée là au Togo. Et le but c'est que qu'ils aient des structures. D'accord. Et qu'ils puissent non seulement s'entraîner, mais combattre aussi là-bas. Voilà, ça fait que là, on organise régulièrement là-bas. Voilà. Et ça fait que, justement, avec Aurélien, on en avait parlé. On a réussi à avoir
Venom. Tu vois, qui nous a donné beaucoup de matériel pour les étoiles de la maison là-bas, pour équiper les jeunes boxeurs. Ils nous ont beaucoup apporté Venom, parce que les jeunes, ils avaient besoin de matériel. Ça fait que, c'est en développement. D'accord. Et le but, c'est qu'on essaye plus tard de faire comme One Championship en Afrique. D'accord. Tu vois Parce que là-bas, il y a du Danny Bill qui court la rue, là. Il y en a plein. Il y en a plein des petits. Par exemple, des Ngannou, il y en a plein. Tu vois oui. J'en ai franchement une centaine. J'en ai vu des talentueux, j'en ai vu beaucoup. Mais comme ils n'ont pas la chance de tomber sur des bons professeurs, ça fait qu'ils ont du mal à... Des bons professeurs, puis après des bons promoteurs aussi, des bons... Oui, ça va arriver, il y a toute une... c'est ça. Ça fait que c'est en développement là-bas. On essaie de faire ça. C'est ça le but. Voilà. Bon, c'est top. Hein. Merci, en tout cas, merci à vous deux. Merci aussi. Et franchement, et bonne continuation dans tous vos projets. Super. Merci. Franchement, c'était classe. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé tout ça. Et je ne sais pas s'il y avait un dernier mot que vous vouliez dire. Au revoir. Voilà. Au revoir. Faites-vous plaisir. Merci Gong. Merci à tous et ciao, bye. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats.